C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma et que c'est, comment dirais-je, quasi maladif et que quelquefois j'ai la tentation de me dégager de ça. J'aimerais quand même des fois être soutenu parce qu'il y a des fois où on est vraiment très seul là-haut. C'est dévastateur. Oublie la production, c'est moi le patron. C'est ce que j'ai demandé il y a 6 mois, c'est ce que je vais obtenir. Je vais l'obtenir. Derrière un film se cache un travail collectif orchestré par un réalisateur ou une réalisatrice. Partagé entre doute, satisfaction, regret et galère, découvrons le parcours de celles et ceux qui se battent pour faire exister leur projet. Salut, moi c'est Flav. Salut, moi c'est Jules. Bienvenue dans Dédale, le podcast qui donne la parole aux réalisateurs et aux réalisatrices. And very often, if you're permitted to follow your idea all the way through, you find that it is right. You find that your instinct is usually good. Pour ce nouveau numéro de Dédale, nous recevons Romuald de Boulanger, réalisateur et producteur du film On the Line, sorti en France en DVD Blu-ray en février 2023. Passionné de cinéma et de radio, Romuald fait ses débuts derrière les micros d'une radio locale à Montargis. C'est à 18 ans à peine qu'il réalise son premier rêve, monter à la capitale pour travailler comme animateur sur Énergie. La succession des contrats précaires le pousse à fonder sa propre société de production, Airlines. Avec l'émergence de la TNT, Romuald décroche des contrats comme producteur et réalisateur. Il produira notamment des pubs et des séries. Inspiré par son expérience à la radio, il réalise son premier court-métrage, Talk, dans lequel William Baldwin incarne le premier rôle. Romuald réalise une carte de visite en or et 70 prix plus tard, il transforme ce court en long avec une nouvelle tête d'affiche, l'icône de la saga Mad Max, un certain Mel Gibson. Le script de Romuald lui rappellera celui de The Game de David Fincher qu'il avait refusé de jouer à l'époque. Mais cette fois-ci, il ne laissera pas passer sa chance. Un rêve éveillé pour Romuald qui ne sera pas sans difficulté. Écoutons l'histoire de On the Line. Bon, salut Flav. Salut Jules. Salut Romuald. Hey, salut Flav et Jules. Alors, nous allons parler de On the Line. Donc, petit pitch rapide. Elvis Cooney vit à Los Angeles avec sa femme Olivia et sa fille Adria. Animateur de radio réputé, rugueux à l'antenne, il travaille avec son équipe sur une émission de nuit On the Line. Un soir, un mystérieux auditeur se faisant appeler Gary, prend en otage Elvis à l'antenne en prétendant qu'il se trouve au domicile de ce dernier, tenant en otage sa fille et sa femme. Ça te va ? C'est carré, quoi. C'est carré, quoi. Les gars, là, vraiment, bravo. On a tout donné. Dis la fin, comme ça, au moins, on s'embêtera même pas à aller le voir. Donc, vous l'avez tourné en 2021 et il est sorti sur les écrans en 2022. Ouais. Voilà, et ben écoute, on va parler de tout ça avec toi. On va essayer d'aborder un peu comme d'habitude tous les aspects de l'aventure. Et donc on va commencer simplement par ton portrait. Tu viens d'où ? Alors moi, j'ai un parcours un peu atypique, c'est que j'avais 2 passions qui étaient le cinéma et la radio, et quand j'étais petit, et je me suis dit lequel passion va marcher en premier, et c'est la radio qui a marché en premier, et du coup j'étais à 1 heure de Paris, j'habitais à 1 heure de Paris, et j'ai été embauché par Énergie la radio, et quand j'avais 18 ans, 17 ans et demi même. Donc t'as même pas embrayé sur une école, t'es parti direct au taf. Non, ouais, en couchant qu'une fois en plus, et non, je plaisante. Non, j'ai eu cette chance, j'ai envoyé une cassette, mais vraiment comme dans les films. J'ai envoyé une cassette et en fait, on m'a embauché sur Énergie. Mais j'ai gardé ce rêve de cinéma dans la poche et je me suis dit un jour, et après 15 ans chez Énergie, et je me suis dit, il faut que je relance ce rêve de cinéma. T'as commencé comme quoi ? Comme animateur, en fait, j'étais animateur sur une radio locale. Ouais. Et en fait, ils m'ont envoyé sur une station locale d'Énergie et puis après, j'ai eu la chance d'arriver sur Énergie en national quand j'avais 18 ans et demi. Mais c'était fantastique, c'était une période de dingue. Il n'y avait pas encore Internet, c'était la meilleure période du monde pour faire de la radio. Donc en fait, tu te voyais déjà animateur, c'était vraiment une de tes passions, tu te voyais animateur, et donc dans la cassette que tu as envoyée, tu faisais quoi j'avais copié les animateurs de l'époque, je faisais vraiment l'animateur radio, quoi, tu vois, et de la grande époque, et puis mon rêve c'était de faire de la radio, et quand la première fois je me suis retrouvé derrière le micro d'Énergie, et que j'ai entendu Radio Number One, et j'étais c'était un rêve de gosse absolu, quoi, donc un premier rêve de gosse coché à 18 ans et demi, et des aventures de dingue dans cette radio. Ouais. Mais comment tu as commencé dans la radio locale à Montargis ? Montargis, ouais, exactement, très très bien, Montargis. Radio Chalette ? Oui, bravo, Radio Chalette, petite radio locale. C'était toi qui écoutais d'ailleurs, c'est toi parce qu'en fait, j'étais pas auditeur, mais voilà. En fait, c'est assez fou parce que effectivement, à l'époque, tous mes copains faisaient le mercredi du foot ou des trucs, et moi, je faisais de la CB. Ça paraît complètement que je l'ai jamais dit. Je faisais de la CB, c'est-à-dire quoi ? Je sais pas si vous voyez ce que c'est, la CB, à l'époque. Et un jour, sur la CB, j'entends un jeune comme moi qui me dit « Ah, viens faire de la radio !» Puis je suis allé et j'ai adoré. Je me suis dit « Mais c'est ça que je veux faire !» Et j'avais 13 ans. Mais ça, c'était un atelier,
c'était Non, c'était une radio locale. Et en fait, la radio locale, tu sais, à l'époque, les radios locales, tu cognais à la porte. Bonjour, j'aimerais faire une émission. T'as quel âge? 13 ans. Bah oui, bah tiens, bah vas-y, tu peux faire le mercredi. En vrai, c'était les radios associatives. Tu vois, c'était J'avais 13 ans et on m'a dit tu peux faire le samedi 14-16 heures. Bah c'est parfait. Et donc j'ai fait ça de 13 à 17. Et à 17, j'ai envoyé des cassettes partout, dont à des radios, une radio qui s'appelle Vibration, où le mec m'a appelé en disant faut vraiment pas que tu fasses ça, c'est trop mauvais. Et la même cassette m'a permis d'arriver chez Énergie. Et le mec avait été très bon parce que le mec qui m'a dit ça, il avait appelé aussi la même semaine Bruno Guillon, qui est un animateur de fun en ce moment, qui a fait une carrière, qui est sur RTL et tout, et lui avait dit aussi tu devrais pas faire ce métier. Donc le mec, il avait eu le nez fin parce qu'il avait dit à deux personnes le même semaine. D'accord. Bon, on sent que tu es un autodidacte qui perd pas de temps, hein, si je résume quand même, parce que bon, je crois que tu as fondé Airline assez vite. J'avais 13 ans. Non. Ma boîte, effectivement, Airlines Production, je l'ai montée très vite parce qu'en fait, j'ai failli me faire virer d'Énergie en 2001. Et en fait, je me suis dit, il faut que je pense à un plan B, quoi. Un plan B aussi des fois, parce que j'ai compris que je pouvais, dans ce métier, la radio, j'avais des contrats tous les 3 mois. Et je me suis dit, ça peut sauter à n'importe quel moment, ma tête si elle revient pas à quelqu'un et tout. Et donc, je me suis dit, je vais préparer le plan B. Et petit à petit, j'ai travaillé le plan B, mais c'était vraiment un plan de fond, quoi. C'est-à-dire que... Donc, tu as produit avec ta boîte de prod, tu commençais à produire. Je produisais des petits trucs, des petits spots. Ouais. Quand la TNT est arrivée en 2005, je suis allé voir, j'ai cogné à Énergie, j'ai dit, attendez, moi, je suis dans les bureaux, regardez, j'ai une boîte, ils ont dit mais on n'a pas de budget, tout, personne ne regardait, personne n'avait de la TNT et tout, mais on a fait les premiers contrats, je crois que j'ai le contrat 001 avec ma boîte de trucs, pareil pour W9, on a été les voir au tout début, on produisait des trucs, mais on n'avait pas d'argent, mais on avait des idées, donc mais ça m'a permis vraiment de travailler le fond, tout en étant animateur radio à côté, mais de vraiment travailler ce plan B, de dire allez, on va aller chercher à la force du poignet le cinéma qui est le deuxième rêve. Ouais. Mais d'ailleurs, pour ça, est-ce que tu avais suivi une petite formation à côté ou comment justement tu te lances tu sais, quand je suis né avec ça. Je pense que c'est une histoire de passion, comme tous les trucs, tu vois, comme le sport ou comme moi, j'étais passionné de cinéma, donc en fait, on a tous cette vision. D'ailleurs, ça peut se ressentir dans les trucs qu'on a pu faire ou que j'ai pu écrire, qui sont moi, je suis un fan absolu du cinéma de mon époque. Là, au moment où les gens nous écoutent, ils le savent pas, mais il y a des affiches de Retour vers le futur là dans le studio, de Kill Bill, tu vois, de Fight Club. C'est bon, c'était du cinéma qui donne des émotions. Retour vers le futur, c'est un bon exemple. Ouais. Qu'est-ce que t'as appris de cette expérience de producteur qui t'a servi par la suite dans la fiction? Clairement, moi je compare mon métier de producteur à un nuage de merde à traverser, parce que vraiment on peut comparer. Enfin, on a produit. Moi, je produisais vraiment des trucs vraiment avec zéro budget et j'ai toujours essayé de s'arranger. Et je me suis rendu compte au fil des années et encore aujourd'hui, après 20 ans de production, que je découvre des problèmes que j'avais jamais eu de toute ma vie. Tu vois. Et dans ma vie, j'ai eu sur des productions, j'ai eu des tonnes de trucs d'un mec qui fait une crise cardiaque à une caméra qui est volée, genre des caméras qui sont volées la veille du tournage, ou à un accident de bagnole, ou il t'arrive tous les trucs possibles, ou la pluie alors qu'on a toutes les apps disaient qu'il faisait beau, tous les trucs possibles sur un tournage. C'est vraiment donc à affronter, tu vois. Et normalement le producteur, tout se passe avant dans la prep et tout, mais le producteur sur un tournage, si tout va bien, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros il est tranquille. Et qu'est-ce qui t'a finalement décidé à franchir le cap de la réal? J'avais écrit une série pour Disney et on avait fait un pilote avec un réal qui après était plus disponible, et du coup je suis retourné voir Disney et je dois saluer Pauline Dauvin qui était à l'époque chez Disney et Hélène Edzi, et je suis allé les voir en leur disant voilà, le réal n'est plus disponible, j'ai écrit la série, on a le casting, on a tout, et voici 3 propositions de réalisateurs auxquels je pense, et elles m'ont dit mais attends, t'as écrit la série, ta vision, vas-y, réalise. Et moi je savais trop bien ce que c'était de réaliser pour avoir produit pendant des années, que c'est un vrai job, que c'est compliqué, etc. Et donc j'ai dit ok, je vais le faire, mais alors avant je vais me faire le Harvard du jeune réalisateur.
Et je vais prendre toutes les pubs, on faisait beaucoup de pubs, toutes les pubs avant, et je vais essayer de m'entourer des meilleurs, du meilleur chef-op, du meilleur truc, et je me suis vraiment bouffé toutes les pubs qui arrivaient dans ma boîte, et je les ai faites, genre vraiment des trucs, et ça m'a vraiment permis d'apprendre. Puis je me suis tapé des tonnes de films, je regardais plus les films de la même manière, je regardais les films de comment ils étaient faits. De passer de scénariste à réalisateur, c'est un move qui est assez simple, parce que quand tu écris, tu l'as déjà dans la tête, tu as déjà ta vision, tu vois, quand tu réécris une histoire. Et donc je voulais avant d'être sur un plateau vraiment connaître le sujet. Donc j'ai vraiment fait franchement 6 mois intensifs à tourner, prendre des conseils de tous les copains réals, voir tous les copains réals en disant voilà comment tu ferais ça, m'entourer de la meilleure assistante réale qui s'appelle Sarah Hafner qui était avec moi et tout. Donc en gros préparer le truc et grâce à... Se constitue une équipe. Exactement, et constituer une équipe et grâce à... Et qui m'a suivi parce qu'il me connaissait en tant que producteur. Donc, je leur ai dit, les gars, maintenant, j'ai cette série, c'est moi qui vais la réaliser, aidez-moi. Et j'ai été vraiment super entouré. En vrai, quand tu écris, t'es tout seul et quand tu réalises, t'as une armée avec toi. La réalité, c'est que on dit... Enfin, moi, je trouve que c'est plus facile de réaliser que d'écrire, par exemple. Parce que quand tu réalises, t'as vraiment... t'as plus le temps. T'as assisté. Plein de gens. Oui, t'es assisté. Enfin, en vrai, tu vois, tu lèves le doigt, t'as 45 personnes autour de toi qui font tout. Qui sont à ton service. Ouais, alors pas à mon service, parce que ça ferait un peu... Mais à la fois, t'as pas la même... le temps n'est pas le même. Aussi. Non, là, t'as un bateau qui prend l'eau souvent un peu partout. Tu dois passer ton temps à coller des rustines. C'est sûr, c'est des oui ou non. Ouais. On se posait la question comment. Bon, là, peut-être on fait un jump, mais dans le temps. Mais comment tu t'as. Bon, donc t'as écrit, j'imagine, Talk. Ça a dû t'inspirer toi. Je crois que ça t'a inspiré. L'idée t'est venue parce que tu as une expérience un peu similaire en tant qu'animateur radio. On se demandait, alors forcément, William Baldwin, comment t'as réussi à le ramener sur ce projet-là? Comment s'est passée la production de ce cours? Alors effectivement, donc c'est un court-métrage de 25 minutes qu'on a tourné en 2 jours. Je l'ai d'abord écrit... Putain, ça, c'est l'info que j'avais pas. Ça. 2 jours? Ouais, 2 jours, 25 minutes, ouais. Et donc, c'est chaud. Mais l'expérience tu vois, peut-être de la pub ou de exactement. L'expérience de la pub, one location, donc un seul lieu. Donc, en fait, on avait 3 cams et donc ça, tu peux quand même couvrir quand même pas mal. Ouais. Et puis, avec un acteur, William Baldwin, qui est vraiment une bête, qui était super. La réalité, c'est qu'à la base, je l'ai écrit en français et je voulais tourner avec un mec que j'adore qui est Olivier Barou, et je l'avais écrit pour Olivier Barou parce qu'en fait je l'avais écrit ce truc. Olivier Barou, le comédien Cadet Olivier. Ouais, je connais sa fille que j'adore qui est Enya Barou, et Olivier en fait il avait fait de la radio, on le sait pas forcément, mais il faisait de la radio, super animateur, et moi j'étais fan, je suis toujours fan, et le truc c'est que je voulais, pour incarner un animateur radio, un acteur qui avait déjà fait de la radio, parce que j'ai déjà vu des films de radio avec des mecs qui n'avaient jamais fait de radio, t'as pas les automatismes, t'as pas les trucs. Je me suis dit Olivier il serait parfait pour jouer ce truc. Donc je l'ai d'abord écrit en français, je l'ai envoyé à Olivier. Olivier a été hyper sympa, il m'a dit écoute c'est très cool et tout machin, avec plaisir. Et après, comme il tournait à fond, il avait les tuches 4, il avait les trucs, il était à fond, on n'a jamais réussi à le caler. Et au bout de 6 mois, j'arrivais pas à le caler parce qu'il était vraiment méga pris, et puis faire un court-métrage, tu vois, enfin c'est compliqué, on n'a pas de budget, on n'a pas de truc. Et je regardais Netflix avec ma femme, et on tombe sur cette série où il y a William Baldwin, et ma femme me dit mais tu devrais contacter William Baldwin. Je dis c'est vrai, pourquoi c'est vrai, pourquoi j'ai pas pensé à William Baldwin? Et tu sais quoi, j'ai envoyé un mail à l'agent de William Baldwin qui m'a dit mais il fera jamais de court-métrage, et puis vous n'avez pas de budget, donc les gars, vous êtes gentils, mais non. Et puis en fait, il a quand même envoyé le texte à William, et 2 heures plus tard, mon téléphone a sonné, et c'était Baldwin, qui fait « Hey, it's Billy !» Et il m'a dit « Quand est-ce que tu veux tourner ?» Il m'a dit « J'ai adoré le truc, quand est-ce que tu veux tourner ?» Ça devait être fou, là, dans ta tête. C'était fou. Billy mais exactement. Et du coup, je lui ai dit le mois prochain, il m'a dit « C'est parfait !» Et on a payé les billets d'avion, il est venu, on a tourné, c'était fantastique, il a été extraordinaire. Et c'est là où, en fait... c'est là où j'ai la chance d'avoir une équipe qui m'a vraiment suivi, parce que j'ai appelé les mecs et j'ai dit les gars, faut qu'on tourne dans un mois. On a construit. Donc t'avais tourné à Brie, c'est ça? J'ai tourné à Brie-sur-Marne. Je dois remercier un mec qui s'appelle Pascal Bécu, qui est le patron de Brie-sur-Marne, à qui j'ai dit faut que je trouve une radio. Il m'a dit mais non, mais viens, tu sais quoi, nous on tournait beaucoup à Brie. Il m'a dit mais viens, prends ce plateau là et on va se démerder et tout. Je dois vraiment ça. Il y a des gens qui t'aident dans la vie, tu vois, et ça, je suis hyper reconnaissant, je me sens hyper privilégié. Donc on a investi dans ce court-métrage avec pas beaucoup d'argent, et j'ai une anecdote qui va peut-être vous faire marrer, c'est que sur le court-métrage, je me dis, comme c'est mon premier court-métrage, parce que je faisais beaucoup de séries télé,
Et j'allais voir les gens avec mes films, les gros studios, et on me disait, mais est-ce que tu as fait un court-métrage? Je leur disais, mais regardez, je tourne 300 jours par an, je fais des pubs, je fais des séries. Ouais, mais est-ce que tu as fait un court-métrage? Je disais, mais putain. Et donc, en fait, je me suis dit, il faut qu'à un moment donné, j'en fasse un. Et c'est pour ça que j'ai fait ce court-métrage. Pour avoir une espèce de carte de visite de trucs. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, j'ai fait le court-métrage. On a réussi à avoir Baldwin. Ce qui est complètement fou, il est venu pour vraiment un bon plat chaud. Et tu vois, il était vraiment hyper cool, le mec était extraordinaire. Et je me suis dit, il faut que j'ai le meilleur étalonneur du monde. Et je trouve que le meilleur étalonneur du monde, c'est-à-dire celui qui colore les images, est français et qui s'appelle Yvan Lucas. C'est lui qui étalonne, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'Yvan, il étalonne... Dernièrement, il a étalonné Barbie, il a étalonné tous les Tarantino, tous les Besson. Il travaille chez Compagnie 3. Chez Compagnie 3, exactement, ouais. Bravo. Quelle est la boîte. Exactement, qui est la boîte numéro 1. Et du coup, je lui ai envoyé un message sur Facebook. Coucou, j'ai fait un court-métrage. Je sais que tu as travaillé avec David Fincher, avec Luc Besson, avec Steven Spielberg, avec Tarantino. Ça serait quand même bien pour ta carrière que tu travailles avec René Boulanger. Il a répondu, je termine un film avec Martin Scorsese, donc, qui s'appelle The Irishman, donc je ne suis pas disponible, mais envoie-le-moi si tu veux. Et donc, je lui ai envoyé le cours et il m'a appelé. Et il m'a dit, non, mais c'est cool, putain, c'est mortel ton truc, viens, je le fais. Et il l'a fait et il a été extraordinaire. Et il nous l'a fait par amitié, ce court-métrage. Je reviens sur un truc quand même sur William Baldwin. Tu penses après coup, tu penses qu'il a accepté, enfin, est-ce que vraiment ça s'est fait sur le kiff du scénar ou est-ce que tu crois que, je sais pas, il y avait d'autres raisons, il avait... Je pense que William, c'est un immense acteur. Pour ceux qui se rappellent, il était dans Backdraft, dans Sliver. C'est un immense acteur qui a fait ensuite, qui s'est jamais arrêté de travailler. C'est-à-dire qu'il y avait un article d'ailleurs dans The Hollywood Reporter, parce qu'on l'entend, on voit beaucoup son frère et tout, mais lui, c'était le plus beau gosse des Baldwin. Ouais. Et en fait, c'est un mec qui a toujours travaillé. C'est-à-dire qu'il a fait toute sa vie, il a travaillé non-stop sur des trucs, des séries, Gossip Girl, Dirty Money, des trucs. Il est passé à côté de certains projets, des gros trucs, tu vois, notamment dans Thelma et Louise. Dans Thelma et Louise. Ouais, ça devait être Baldwin à la base. Et tu vois, il a dit non, il a dit non à ce truc-là. Donc il y a plein de moments dans sa vie où des fois peut-être c'est une question de choix, des questions de moments de carrière. Et il s'est occupé énormément de sa famille aussi pendant quand il en a trois, mais il s'en est vraiment occupé. Non, il en a trois, mais il s'en est vraiment occupé. Genre c'est lui qui les emmenait à l'école le matin, qui faisait tout de A à Z. Et bon, je sais pas, la vie l'a emmené, mais c'est un mec extraordinaire. Et nous, je pense que c'est le script. Je pense que c'est une question d'alignement de planète. C'est d'être là au bon moment. C'est le gars, il a rien le mois prochain. Il se dit tiens, je vais aller faire un trip à Paris. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est que nous on se dit bah viens, on te paye le voyage pour venir à Paris, puis c'est fun, tu vois. Et le mec, il a sur la passion de faire son métier, il s'est dit je vais venir à Paris, ça me fait marrer, et on est content parce que sur les 70 prix qu'on a eu sur le film, sur le court-métrage dans les festivals, il en a eu 35 pour lui, parce qu'il a fait une performance dedans qui est vous avez vu le film, il est super, tu vois. En 2 jours, il nous a donné, j'étais derrière le combo, c'était fou quoi. Et est-ce qu'on dirige d'ailleurs un acteur comme ça? Enfin, je pose la question parce que le mec doit arriver avec des propositions. Il arrive avec est-ce que toi, t'as eu la sensation de... Enfin, je me pose la question. Non, il y a un truc qui est très fort avec Baldwin, c'est que on a travaillé, il voulait vraiment travailler avant, donc il est arrivé 4 jours avant et on s'est vu pendant 3 jours. Mais comme Mel Gibson pendant 10 jours avant, on a bossé. On en parlera. Mais Baldwin, il a vraiment travaillé le perso. On a fine-tuné. Et c'est des mecs que tu diriges. Après, c'est des machines de guerre. En fait, que ce soit Baldwin ou Gibson, c'est 40 ans de carrière. C'est des mecs, tu vois, qui savent exactement ce que tu veux. Tu le dis une fois, c'est des machines. Après, on en reparlera de Gibson, mais Gibson, c'est vraiment pour moi la plus grosse machine de guerre avec qui j'ai travaillé en termes de technique, d'acting. Du coup, tu termines ce cours, tu remportes plein de prix. Comment ça est-ce que l'idée de le transformer en long, c'est venu tout de suite, ou est-ce que comment t'as franchi le cap vers le long? Il y avait un film danois qui s'appelle The Guilty.
qui était en fait que j'aurais adoré adapter en américain, et avec un de mes associés aux États-Unis, avec quelqu'un que j'adore, on avait l'idée d'essayer d'avoir les droits de The Guilty, qu'on n'a pas réussi à avoir, parce que c'est Jack Gyllenhaal qui a eu les droits. Et en fait, fort de ça, on s'est dit, en fait, moi j'ai fait un court-métrage qui ressemble un peu à The Guilty, c'était One Location avec un twist de fin, et on s'est dit, essayons de l'adapter. Et donc, j'ai écrit le long, mais c'était à la base fort de la vie que le cours a eu, quoi. Mais c'était pas, en fait, en vrai, c'était pas une volonté, c'était pas une stratégie de se dire, je fais le cours et après je fais le long. D'accord. C'était vraiment je fais un cours pour amener d'autres projets. J'en avais d'autres dans ma besace, mais c'était pas le but de faire ce cours en long. Ouais. Et est-ce que le succès du cours, justement, t'as ouvert des portes pour d'autres propositions de long, en fait? Non, oui, ça m'a ouvert des portes. Par exemple, chez M6, le court-métrage avait été vu par un mec génial qui s'appelle Thomas Valentin, qui m'a fait confiance et qui m'a proposé de travailler notamment avec sur Le Grand Restaurant. Mais c'est grâce au cours, tu vois, par exemple. Ou aussi, par exemple, ce court-métrage, je l'ai envoyé à certains comédiens quand je faisais d'autres films. Ça m'a permis d'avoir cette carte de visite que j'avais pas avant, quoi. Tu vois, avant, j'avais des pubs, j'avais des séries télé, mais c'est une carte de visite très américanisée, très stylisée entre guillemets dans le format. Donc du coup, ça me permettait de montrer. Oui, ce que tu savais faire en tant que Français. Ouais, mais et surtout que c'est un savoir-faire au-delà de moi, c'est les équipes techniques, à la déco, à la lumière, c'est que des Français, et c'était cool de se dire on peut faire un truc fun. Puis ça m'a aidé derrière pour faire le long, ça c'est sûr. Ouais. Alors comment du coup t'en es venu à te dire je le fais en long? Quel a été le déclencheur? Moi j'ai depuis donc quelques années, donc on avait monté ma boîte aux États-Unis, et depuis quelques années on a fait les allers-retours, on a fait beaucoup de pubs, on a fait des adaptations, on a fait un truc Disney là-bas, on a fait et depuis quelques années on était en contact avec quand même plein de gens là-bas à Los Angeles, et je me rendais compte qu'il y avait quand même un attrait sur ce court-métrage, et c'est vrai que on a rencontré notamment un agent qui s'appelle Jim Osborne à Los Angeles, qui représente Mel Gibson, qui a vu le cours et qui a dit est-ce que tu as une version longue, et du coup on s'est retrouvé c'est un peu un chemin fantastique où d'un seul coup t'as un script de long, t'as un court-métrage qui montre en 25 minutes à quoi ça peut ressembler la version longue, et derrière on avait un potentiel financement via un distributeur américain, et donc du coup ça se fait assez vite. D'accord. Donc le mec te dit en fait si tu le fais en long, je te mets Mel Gibson en fait. Non, ça se fait pas comme ça. Les Américains, c'est vraiment un système à part où tu dois arriver avec tout ton package déjà prêt. C'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle des offres pay or play. Je sais pas si vous connaissez ça, qui est en fait une offre pay or play. En France, tu vas voir un acteur, tu lui dis salut, j'aimerais bien faire un film avec toi. Il te dit je suis disponible, cool. Tu vas voir les financiers, et puis c'est super. Tu montes ton financement, tu retournes voir l'acteur. T'as une chance que l'acteur il soit plus dispo, tu vois. Si d'un seul coup il te dit moi en fait non ça marche plus, tout machin. Et aux États-Unis c'est vraiment différent à ce level-là. Quand tu vas taper dans des A-list talents comme tu peux pas envoyer un script à Mel Gibson et même si tu le connais, t'es obligé d'arriver avec une offre ferme, ce qu'on appelle une offre pay or play, où en gros tu fais une offre et tu fais presque un contrat que t'envoies, et l'acteur américain s'engage tu t'engages à engager l'acteur s'il dit oui. C'est-à-dire que c'est un vrai risque pour le producteur. C'est une exclusivité. C'est une exclusivité. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu aies tout en place avant. Faut que tu aies trouvé un distributeur qui te suive, etc. Et qu'en gros, tu te dis, on va essayer d'avoir tel acteur. Là, on l'a sur d'autres films qu'on essaye de monter aux États-Unis. On fait ce qu'on appelle des offres pay or play. C'est-à-dire que tu appelles l'acteur, tu appelles l'agent et tu dis, les dates, c'est ça, le budget, c'est ça. Voilà notre engagement. On est sûr de vous donner cette somme pour cette durée-là. Voilà. Mais bon. Ça doit être très carré, quoi. Protocolaire, non? C'est un peu mais en même temps, t'es obligé, parce que t'imagines, sinon, regarde, tu t'embauches Brad Pitt, tu lui dis, Brad Pitt, tu lui envoies un scénario. S'il n'y a pas ce système, Brad Pitt, il va te dire OK, et puis tu vas pas faire ton financement. Bon, vraiment, on peut pas réussir le financement avec Brad Pitt. Mais imaginons, tu réussis pas ton financement, du coup, t'as bloqué 2 mois, juin, juillet, puis du coup, lui, il se retrouve sans rien. Donc, en fait, je trouve le système, il est presque plus sain, parce que du coup, tu veux le talent, il est disponible, OK,
tu le bloques, mais à ce moment-là, tu t'engages à l'engager, quoi. C'est plus En fait, simple. des deux côtés. Des deux côtés, ouais, des deux côtés. Mais c'est un vrai risque pour le coup du producteur. Mais c'est aussi parce qu'il y a énormément de demandes. Parce que quand tu es un acteur bankable, tu as énormément de demandes autour de... Ouais. Et donc toi, pour préparer ton package, là, quand c'est comme ça, là, donc là tu reviens, donc tu vas essayer de trouver des coprods, c'est ça, dans un premier temps, des coproducteurs. Non, il faut un distributeur, et puis il faut aussi valoriser. Quand tu fais une offre à quelqu'un, il faut que tu valorises. Est-ce que l'argent que tu vas proposer dans ton budget, est-ce que ça correspond à la valeur que tu vas pouvoir là on parle technique, hein, mais la valeur du casting sur les marchés de vente de films. Est-ce que parce que tu as des acteurs qui sont hyper connus, mais qui sur les marchés au final vendent pas forcément autant, donc du coup tu peux te retrouver à faire une offre à plusieurs millions de dollars à un acteur, et puis ensuite une fois que tu as monté ton financement, tu vas sur les marchés, tu t'arrives pas à recouper, quoi. Donc il y a beaucoup de films qui perdent de l'argent, surtout c'est devenu très dur de financer des films indépendants, ouais. Mais bon, moi j'ai de la chance, on a réussi à naviguer et à réussir à séduire Mel par le script et par on était post-Covid, c'était super de relancer la machine avec lui et de le faire venir ici en France. Ouais. D'accord. À ce stade, tu avais déjà monté un dossier par rapport au CNC, sachant que tu savais que tu allais tourner le film ici en France. En fait, les Américains ont tout fait pour que je tourne à l'étranger, aux États-Unis. Il se trouve qu'aux États-Unis, tu as du tax credit sur le cachet des acteurs, ce qu'on appelle below et above the line. Donc, sur above the line, sur le casting, t'as du tax credit. Et en fait, on aurait gagné de l'argent à tourner aux États-Unis. Mais moi, je me voyais pas, sincèrement, dire à mon équipe qui m'a suivi pour le court-métrage, leur dire hey, les gars, allez tous faire foutre, je vais le tourner aux États-Unis. Donc, c'était pas possible. En fait, en vrai, je me voyais pas. Donc, à aucun moment c'était un sujet de tourner ce film ailleurs qu'en France. Et avec toutes les contraintes de tourner en France, et un jour quand j'aurai le temps, j'essaierai de parce qu'il y a vraiment beaucoup de contraintes à tourner un film en anglais en France quand tu es européen. On a reçu des propositions de la Bulgarie parce qu'ils ont des studios en Bulgarie, on a reçu des propositions de la Belgique, on a reçu des propositions en Géorgie, Atlanta, et tout était moins cher que tourner en France. Mais moi, je voulais tourner en France. Ma famille était ici, mes enfants étaient là. Je voulais pas partir 3 mois à l'étranger. Puis je voulais bosser avec les gens. Je savais que le chef déco allait me faire exactement la déco que j'avais en tête. Je savais que le chef op avec qui je bossais, on connaissait tous les loueurs, tous les trucs. On savait qu'on arrivait à le tenir le budget, qu'on arriverait à... Toi, j'avais pas envie de partir en Géorgie avec des équipes que je connaissais pas, quoi. D'accord. Oui, il y a tout un tas de risques, en plus de te retrouver isolé, hein, peut-être aussi, même si t'as pas toute ton équipe. Ouais. Je sais pas si ça te dérangerait de me résumer, à partir du moment où tu as eu ce contact avec l'agent de Mel, et du coup, où tu sens que tu as une opportunité de transformer le court en long et d'avoir potentiellement Mel Gibson, comment tu t'organises à partir de là, pour monter le projet et pour ensuite aller trouver des distributeurs? T'es obligé, t'as une liste de noms. En fait, t'as un script avec un rôle principal, et tu te dis, en fait, si c'est cet acteur-là, ben on va pouvoir aller viser tel type de budget. Si c'est cet acteur-là, on va pouvoir viser tel type de budget. C'est pas le même budget quand tu prends, je sais pas, Rami Malek, ou quand tu prends Tom Hanks. Tu vois, en vrai, tu peux lever plus avec d'argent. Donc t'as vraiment une notion, et ça, c'est pas moi qui peux le savoir en vrai, même si j'ai mon avis. C'est vraiment le distributeur. Je travaille avec une distributrice qui est super, qui s'appelle Fortitude, qui est aux États-Unis, et qui du coup a pu faire sur la base des ce qu'on appelle des estimations de si on a tel acteur, donc on savait que si on avait tel acteur, ce serait donc après on a c'est aussi je me suis associé avec un producteur qui est extraordinaire, qui s'appelle Mark Friedman, qui est basé à Los Angeles, et et c'est aussi des relations que Marc a pu créer depuis des années et des années avec des agents. Enfin, c'est comment t'es pris au sérieux quand tu arrives avec un projet, parce que l'agent, il va se dire, est-ce que ce projet va se faire? Donc quand il reçoit un projet sur la table, il se dit, ok, alors qu'est-ce que j'ai sur la table? J'ai
un réalisateur qui a un court-métrage, qui a eu 70 prix. Bon, ça, c'est cool. Ah, bah, j'ai un script. Le script, il est cool. Ah, bah, j'ai une offre de la part de cette équipe-là qui me fait une offre. Et j'ai aussi ce distributeur que je connais, qui a déjà travaillé avec nous. Et j'ai aussi ce coproducteur, Mark Friedman, qu'on connaît. Donc, c'est un package. T'arrives un vrai package. Un vrai package. Tu envoies pas un mail à l'agent comme ça en disant salut, j'ai un projet, voilà le script. Ça marche pas comme ça. Mais en gros, quand t'arrives avec tout le package, bah, t'es pris au sérieux. Le script, il est envoyé il a été envoyé au manager de Mel, il a été envoyé à Mel, il a été envoyé à plein de trucs. Et puis au bout d'un moment, bah, ça se retrouve sur le bureau de Mel, il le lit, et puis c'est un vendredi soir, et puis le lundi, je reçois un mail de l'agent qui dit Mel is a go for your movie, c'est super, il a trouvé ça super fun, voilà. Donc c'est cool, ouais, non, c'est dingo, c'est dingo. D'ailleurs, apparemment, ça lui a rappelé une expérience manquée. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, c'est complètement fou parce que c'est le premier truc qu'il m'a dit, et il m'a dit, tu sais que ton script m'a rappelé The Game, et on m'a proposé The Game, et en fait, je suis sorti du rendez-vous, j'ai appelé ma femme, je lui ai dit, mais tu te rends compte, c'était mon film culte, quoi, The Game, et c'était le meilleur compliment. Le truc aurait pu s'arrêter là, quoi. L'histoire aurait pu s'arrêter là. J'aurais pu ne pas tourner le film, juste d'avoir Mel Gibson qui me dit, ah, ça m'a rappelé The Game. Mais il avait refusé à l'époque de jouer dans The Game, ouais. Et d'ailleurs, il t'avait expliqué pourquoi ? Ouais. Il trouvait à l'époque, mais peut-être que, mais non, en tout cas, il trouvait que, je veux pas parler de The Game, mais il trouvait que dans On the Line, il y avait, c'était un truc vraiment plausible. C'est-à-dire que ce qui se passe à la fin, c'est plausible. C'est-à-dire qu'en fait, c'était ça qui l'a excité, c'était de se dire que le twist de fin. Le deuxième twist. Surtout le premier. Enfin, on va dire le premier twist. C'est un truc qui peut se passer, quoi. Dans le monde dans lequel on vit et tout ça, c'est un truc qui peut se passer. Après, c'est un film qui est segmentant, c'est-à-dire qu'en fait, t'as des gens qui vont me détester pour la fin, mais je l'assume à 200%. Et il y a des gens qui vont trouver ça génial. Mais en vrai, j'ai découvert des tonnes d'insultes dans tous les pays du monde, parce que j'ai découvert, c'était génial. Des gens qui m'ont dit mais motherfucker, mais parce que la fin, effectivement, elle est segmentante. Et comme j'avais fait le court-métrage qui avait été beaucoup vu, je pouvais pas arrêter le long sur le twist du truc. Donc je me suis dit, je vais faire le deuxième twist. Et le deuxième twist, je me dis, je peux pas arrêter le film sur le deuxième twist. C'est pas possible. C'est pour ceux qui verront le film. Et du coup, il y a peut-être un peu trop de twists, quoi. Mais bon, c'était, je pense que Mel, ce qui l'a fait marrer, c'était, je pense, le côté un peu fun du truc, de se dire, voilà, de ce twist-là, quoi. Jusqu'au bout, quoi. Ouais. Et oui, alors du coup, William Baldwin se retrouve plus dans l'équation. Il est exécutif producteur du film. Oui, voilà, je l'ai retrouvé dans les crédits. Il est producteur avec moi. Je l'ai appelé. C'était vraiment très dur pour moi, pour être très honnête. C'était vraiment très dur parce que je voulais le faire avec lui en long, la développer avec lui en long. On a financé avec lui en long à la base et Covid, donc Covid en plein milieu et tout, et donc du coup, et un jour, c'est assez fou parce que quand j'ai commencé à avoir des discussions avec l'agent de Mel Gibson et avec Mark Friedman et tout ça, un jour, alors que vraiment, je pense qu'il a vraiment un feeling incroyable, Billy Baldwin, c'est qu'il m'a envoyé un message en disant, si un jour tu dois faire le film avec un autre acteur parce que tu n'arrives pas à financer ou quoi machin, tu peux y aller, je t'en voudrais jamais. Pratiquement le même jour où, mais je pense que c'est vraiment pas, il a pas appris, c'est vraiment un truc qu'il a, un sentiment qu'il a eu, quoi. Oui, ça t'a libéré peut-être aussi. Ça m'a libéré, mais c'était l'un des, je me rappelle, je l'ai appelé genre à 23h un soir pour lui annoncer que j'avais trouvé le financement, mais que c'est malheureusement pas avec lui, et c'était terrible pour moi. C'était vraiment terrible. Alors, heureusement, on est restés très, très copains et on a des projets. Et c'est un mec que j'espère, parce que vraiment, c'est un très, 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 très bon acteur. Et c'est vraiment un mec sympa, quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est grâce à toi que tu l'as fait venir dans un film d'un de tes. Oui, exactement. En fait, non, mais ça, c'est très drôle de dire de Haters. En fait, Haters, je produisais ce film avec Kev Adams et il y a une scène avec Philippe Lachaud où t'as Kev qui arrive et qui va dire à Philippe, c'est un truc sur les haters.
Et il y a William Baldwin, genre 15 jours avant, qui m'envoie un message en me disant putain, je tourne un film en Italie, si t'es là, on se croise, tu viens où je viens, on se fait un déj, un dîner, un truc et tout. Et je lui dis bah écoute, je tourne un film là en ce moment, mais viens, il y a une scène qui est rigolote, tu mets une gifle à quelqu'un, c'est hyper drôle. Et Kev et Philippe, ils ont hyper rigolé. J'ai dit à Philippe, t'as les gars, on peut rajouter un truc dans la scène où d'un moment donné, t'as Baldwin qui débarque et qui te met une gifle. Et il m'a dit mais vas-y, viens, on le fait. Et Billy, il a pris l'avion le matin, il a mis une gifle. Il est reparti le soir. Mais c'était fantastique. Et franchement, c'était génial. C'était génial. Et Vanessa Guide, finalement j'adore Vanessa aussi, mais en fait, l'agent de Mel voulait des native speakers absolument en anglais, et je me suis battu pour essayer mais c'était une des conditions. Il voulait pas l'agent que Mel se retrouve pour un film qui est censé se passer à Los Angeles qu'avec des gens qui avaient des accents français, quoi. Ouais. Donc en fait, malheureusement, le seul que j'ai pu en garder que 2. C'était Evan Strangel, qui est un Américain qui vit ici, qui est un mec super, et Paul Spera. Et Nadia Fares, mais Nadia n'était pas dans le cours. Oui, mais malheureusement, Vanessa, que j'adore absolument, et du coup, j'ai retravaillé avec elle 3 fois, j'ai fait Connecté avec elle, et j'ai fait Un incroyable embouteillage, réalisé par David Charon, où elle est venue, elle a fait une scène super, et c'est une super actrice, mais il y avait ce petit truc, et je l'ai appelée pour la prévenir, mais ouais, ça venait de l'agent de Mel, malheureusement, mais à juste titre, parce que tourner un film dont l'action se passe à Los Angeles, à Paris. Je comprenais pas. Mais un jour, j'ai eu une discussion au téléphone où il disait, mais shoot this fucking movie in Atlanta. Et je comprenais pas. Et il disait, mais moi, je dis, non, mais j'ai ma famille ici, j'ai mes trucs. Et il dit, ok, mais alors par contre, je veux pas d'acteur français, tout et tout. Donc c'est pour ça, tu vois, que c'était compliqué. C'était un peu le deal. Ouais. Et comme c'était tendu, et comme c'était très tendu à un moment donné, dans le sens où nous, on était à 1 mois du tournage et tout, j'allais pas rajouter des complexités, tu vois, c'était compliqué à monter. C'était un Barnum à monter. Donc, on construisait le décor. Tu vois, j'allais pas tout planter. Donc c'était, mais bon, on a échoué. Ils ont pas exigé non plus une équipe américaine aussi, ils auraient pu. Non, franchement, et je vais être très honnête, travailler. Ça aurait pu être aussi quelque chose. Oui, ouais, mais en fait, ils avaient vu le cours. Et ça, c'est ça qui m'a aidé, c'est qu'ils avaient vu le cours, donc ils avaient confiance. Ouais. Et Mel, il est arrivé, le premier truc qu'il m'a dit quand je l'ai vu, il m'a dit je prends mon cerveau de réalisateur, je le mets là et je suis 100% à toi. Et au début, je me suis dit c'est un truc et en vrai de courtoisie, et en vrai sincèrement, il sait vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je discute avec des copains réals qui font des films où des fois ils me disent putain, il y a tel acteur qui a remis en question ma mise en scène et tout. À aucun moment Mel est venu me dire pourquoi tu mets ta caméra là ou pourquoi tu veux pas la mettre là ou machin. Je lui disais, j'arrivais avant, on bossait toute la journée et le soir après à 19h on se voyait dans sa loge et on bossait la scène du lendemain et en fait donc on bossait déjà tout le texte la veille jusqu'à 20h, tu vois, et après il apprenait son texte pour le lendemain et le lendemain on arrivait et quand il arrivait sur le plateau, tu disais bah là tu marches là, t'arrives là, tu regardes tel truc. C'est un réal donc il sait exactement quelle lentille il y a sur telle caméra et tout. Et tu lui dis une fois et en fait il a vraiment le respect du réalisateur. Il se dit, le mec, il a sa vision. Moi, il me dit de marcher là, je vais là. Je vais pas aller commencer à lui dire, attends, tu crois pas que c'est mieux de faire ça et tout. C'est pour ça qu'on a réussi à débouler le film. On l'a tourné en 15 jours. Là, Mel, il arrive. Donc, du coup, t'as dit, tu l'as eu quand même, je crois, plusieurs jours avant le tournage. C'était combien de semaines? 10 jours. 10 jours, ouais. 10 jours, ouais. Parce qu'il y avait ce truc Covid où il fallait que pendant 10 jours, il soit en isolement, en quarantaine. Ouais. Justement, pendant les répètes, t'as senti que déjà, il avait essayé de te cerner peut-être aussi, ce qui aurait peut-être pu le rassurer. J'ai un truc, je trouve que Mel, c'est un vrai gars. C'est-à-dire que je pense qu'il ne se rend pas compte de la légende tu vois, comme beaucoup de mecs, tu vois. Et en fait, quand il sent que t'es nature, j'ai l'impression qu'il est nature. Et en fait, c'est souvent plus compliqué. Je voyais avec des gens, des fois, qui venaient le voir et qui le voyaient comme Mel Gibson. Et en fait, en vrai, moi, j'ai essayé de faire le plus possible abstraction parce que sinon, tu peux pas. Tu te dis, putain, je tourne avec Mel Gibson, je le regardais quand j'avais 12 ans en slip chez moi en pyjama. Tu peux, si tu commences à te dire ça, c'est fini, quoi. Si tu commences à te dire, putain, c'est le mec de l'arme fatale. C'est Mad Max qui est là en face de moi. En fait, c'est fini. Tu te dis, tu te pisses dessus. Donc, du coup, non, mais peut-être que je me dis, peut-être que ça, pendant les premiers jours, il y a les un premiers petit peu jours, ça, les premiers jours, c'est toujours un peu dur parce qu'il débarque, et puis il a un charisme de dingue, tu le vois lui dans la pièce, il te serre la main, il te broie la main. La réalité, le gars, c'est qu'il est, tu vois. Et puis il fait un peu ours quand même. Non, mais, et puis il avait sa barbe, son truc et tout, puis c'était, le mec, il a un charisme de son visage, c'est une géographie, il représente l'Amérique, c'est l'American Kid par expérience. Enfin,
effectivement, quand t'es en one-to-one, moi j'ai passé en fait, il m'a envoyé le truc, c'est que un des meilleurs moments, c'est quand il est arrivé à Paris, parce que tu sais, quand tu négocies, quand un seul temps qu'il est pas là, il est pas là, quoi. Et surtout avec la période Covid, c'était compliqué et tout. Puis d'un seul coup, tu te dis, bon, t'as l'assistant à Los Angeles qu'on avait pris pour aller le chercher chez lui et tout, qui me dit, bah, c'est bon, il est dans l'avion. Tu dis, bon, voilà, il est dans l'avion. Et puis là, il arrive. Et puis d'un seul coup, t'as un message de répondeur. T'as un message de répondeur à 11h du matin qui fait, hey, it's Mel. I'm here. Ouais. Et à 11h du matin, sur mon répondeur, quoi. Et du coup, je dis, bon, bah, il est là, quoi. Et il est là. Et il était là. Et il m'a dit, bah, viens manger à 13h, et de 13h à 16h, on s'est retrouvés à discuter, c'était fantastique. Mais du coup, ça a brisé, ça a permis de vraiment, c'était top. Mais à aucun moment, tu vois, il avait toujours une anecdote avec le moindre régisseur, avec le moindre, tu vois, il avait toujours, il était très généreux dans, tu vois, des tonnes d'anecdotes sur tous ces films, sur tous ces trucs. Il pourrait venir se dire, je fais un film, bon, mais il s'est donné à 200%. Ou après une prise s'isoler. Ouais, pas du tout. Et même, je vais même te dire un truc, c'est que moi j'avais organisé la journée parce que bon, je me suis dit, je vais organiser les journées de tournage, je vais tout préparer pour faire, pour maximiser sa présence et me dire, voilà, en fin de journée, je vais faire le reste du cast, je vais faire tous les contre-champs en fin de journée. On est dans un lieu clos, ça marchera, ça va matcher, et je vais me débrouiller pour en gros. Et donc je vais voir Mel, elle peut le libérer le plus vite possible. Comme ça, en plus, tu vois, il peut se reposer, la jet lag, le machin truc. Donc je vais le voir à 16h30 le premier jour et je lui ai dit, écoute, j'ai organisé la journée de manière à ce que tous les contre-champs, j'ai une doublure épaule, il y a pas de problème et tout. Il m'a dit, écoute, je veux être là dans tous les contre-champs. Il dit, the better they are, the better I am. Le meilleur ils seront, le meilleur je serai à l'écran, quoi. Et donc en fait, il a voulu rester. Il était assis sur un pauvre truc en bois, tu vois, un cube de machinot, et il faisait tous les contre-champs. Il a raté 0 contre-champ de tout le film. Et ça, c'est fantastique. Oui, il pense à ses partenaires. Travail d'équipe. Et là, le sens, voilà, c'est ça le sens du travail d'équipe. Ouais. Bon, donc du coup, t'as senti qu'il avait épousé un peu le scénario. Il a jamais vraiment. Je sais pas quel apport il a eu à la prépa en fait. Est-ce que vraiment sur les dialogues, dialogues, il le mettait en bouche. Tu vois, par exemple, il me disait, tiens, plutôt que de dire ça, est-ce qu'on ferait pas ça? Et il avait vraiment ce truc de des fois, par exemple, je disais non, je voudrais vraiment que le personnage dise ça. Il me dit ok. Il dit, je fais ça et j'en fais une pour moi. Et du coup, il me faisait des vraies propositions. Mais du coup, à aucun moment il y a eu un moindre conflit, mais il adaptait et il avait vraiment. Mais c'est même comme sur la post-prod. Je sais pas si je te grille des questions, mais vas-y, là on en est. On aura une partie sur la post-prod. Mais non, mais en vrai, tu sais, quand tu fais un film comme ça, tu peux pas. T'es obligé de lui montrer avant de lock the picture, comme on dit. T'es obligé de lui montrer avant de que ça parte et que soit moulé dans le marbre. Ouais. Donc je me suis dit, je vais lui montrer. Il m'a dit, ah mais c'est bien, je veux le voir with the bells and the whistle, comme il dit, c'est avec les guirlandes et avec les boules, ouais, les clochettes. Donc je suis allé en one-to-one lui montrer le film à Los Angeles. Là, je me suis pissé dessus pour de vrai, parce qu'effectivement, tu te retrouves avec Mel qui est assis à côté de toi, tu vois. Et à la fin, il a eu une telle élégance, un tel gentleman. Il m'a dit, écoute, il y a juste un truc. Est-ce que tu peux me overlapper ce dialogue? Mais tu fais comme tu veux. T'es pas obligé. C'est toi qui sais. Et d'une telle classe absolu, tu vois, il aurait pu dire tiens, moi je sais pas, change cette scène, attends, on va refaire et non, vraiment il a un respect à tous les étages. D'accord. Finalement, t'es producteur, enfin coproducteur et réalisateur. Est-ce qu'à un moment donné, ta casquette de réalisateur n'a pas été interférée? Enfin, est-ce que t'as pas eu à un moment donné des conflits avec toi-même sur des aspects de la production? Non, c'est vraiment une chance, je pense, de pouvoir produire et réaliser, pour une raison simple, c'est que en fait, je manage l'argent. Déjà, c'est moi qui à la fin me retrouve face au banquier s'il y a plus d'argent. Donc en fait, je peux dire que ça, c'est un truc c'est-à-dire que ça te responsabilise. Ça me responsabilise à fond, et du coup, je travaille souvent avec d'autres réals qui sont super,
mais tu peux te retrouver des fois avec un réal qui dit mais moi j'en ai rien à foutre, je veux tourner à 17h et où je veux tourner avec ce truc-là, et tu te retrouves des fois avec des conflits souvent entre producteurs, réalisateurs sur la vision, sur le truc. Il y a un truc qui est à la fin, c'est moi qui est face au banquier, donc en fait je ne peux pas perdre d'argent. Donc de base, il y a quand même la réalité de la vie qui est et donc j'arrive à faire des choix de mise en scène, d'organisation qui sont liés à la réalité de la production. Donc en fait, je trouve que ça matche bien parce que tu vois, je me dis par exemple cette scène-là, putain, on est obligé de trapper toute cette partie-là. C'est pas grave, je vais me rattraper sur cette partie-là ou ce budget-là que j'ai économisé, boum, je vais le foutre dans ça. Donc ça. Et je tiens d'ailleurs, j'ai une anecdote, c'est on avait loué une énorme loge pour Mel, mais tu vois la plus grosse loge qui est plus grande que chez moi. Tu vois, qui est vraiment une loge de dingo. Et pour te dire que le mec est vraiment down to earth, c'est que on a tourné en extérieur à un moment donné dans un hôtel. Et enfin dans un building, et en fait dans ce building, on lui avait organisé une loge dans ce building, tu vois, pour le truc. Et en bas du building, on avait la méga loge. Qui nous coûtait mais genre des milliers d'euros par jour, quoi. Et Mel, il m'a appelé, il m'a dit Mel, il veut te voir. Je suis allé le voir, il m'a dit il me dit elle te coûte cher la loge en bas. Je dis il me dit mais tu sais quoi, vas-y, j'en ai pas besoin, renvoie-la. Et tu vois le gars, et il pourrait s'en foutre, il pourrait dire tiens le matin je vais aller dans la loge d'en bas et puis l'après-midi il se dit mais non, parce qu'il pense à économie, il se dit tu vois, et moi ce budget-là, ça nous a fait économiser genre je sais pas 13 000 balles, on les a mis ailleurs dans un autre truc. Donc quand t'es réal, tu te dis d'un seul coup tiens j'ai un petit bonus de ça, je peux tu sais quoi, on va rajouter un cascadeur pour tel truc donc ça permet de manœuvrer. Bon, du coup, le travail de déco et de chef-op, peut-être. Bon, du coup, on a dit, t'as respecté, on va dire, ce qui avait été fait sur le cours. C'est vrai que t'as réutilisé le même décor, finalement. On a tout refait, mais moi, j'avais bien aimé le côté un peu feutré, la perspective d'être au 33e étage d'une tour dans les skyscrapers de Los Angeles. Et je travaillais avec un chef déco qui s'appelle Emmanuel Réveillère et qui avait une équipe extraordinaire. Les mecs, ils ont bossé jour et nuit, on a été même chercher des prises américaines, des ampoules américaines. On voulait vraiment faire semblant d'être aux États-Unis, donc ils ont vraiment travaillé le truc dans les couleurs. On a vachement, j'envoyais des refs au chef déco de radio américaine, qui tu vois ces tons un peu gris, les plafonniers, les trucs. Enfin, il fallait que ça ressemble à une radio américaine qui a un peu mal vieilli. Est-ce que justement tu avais des références de films justement sur ça? Non, moi j'étais un grand fan de Pump Pump the Volume, mais c'était pas vraiment. Moi j'adorais Christian Slater. Quand tu fais de la radio, si t'as pas vu Pump Pump the Volume, tu vois, c'était vraiment. Mais non, je voulais un côté. The Guilty, c'était une bonne rêve quand même. Ouais. Tu vois, The Guilty, la manière dont c'est mis en scène. Puis au niveau du son, peut-être aussi. Le son, c'est vraiment un truc. J'imagine, c'est un peu The Guilty, c'est un peu ça aussi qui fait la force du film. Exactement. Le son, en fait, la force de The Guilty et ce que j'ai essayé à mon niveau dans The Line, c'est de me dire que le spectateur, il va se projeter grâce à l'auditeur, c'est-à-dire qu'il va s'imaginer toute l'autre partie. Parce qu'on reste avec Mel, on entend l'auditeur, mais il va s'imaginer tout ce qui peut se passer à travers le téléphone. Et ça, c'était vraiment super de jouer ça. Et on a joué des ambiances de son différentes, c'est-à-dire que quand on est à côté de Mel, quand on est dans le studio, quand on est derrière dans un transistor, de jouer vraiment le son. On a une équipe son qui était Arnaud Pacari et tout le mix son de On the Line. Antoine et ça, toute l'équipe son, ils ont été super, franchement. Et on a une super bande son qui est faite par un jeune compositeur qui s'appelle Clément Perrin, qui a fait 80% de la bande son, qui a 22 ans et qui est un génie. Bon, passons au tournage. Est-ce que 15 jours c'était short? T'as dû faire des concessions ou est-ce que, enfin, je me doute que c'est short. En fait, la question c'est surtout est-ce que t'as dû faire beaucoup de concessions ou est-ce qu'en fait tout est rentré? Non, tout ce que tu avais prévu était. Non, en fait, en vrai, j'aurais adoré avoir 25 jours. En fait, en vrai, il fallait 25 jours. La réalité, on va pas se mentir, c'est que tu passes à côté de plein de trucs. Tu te dis, là, j'ai pas le temps de mettre un travelling, j'ai pas le temps de faire. La caméra va pas assez loin. Je referais bien une prise de ça. Je te donne un exemple. Il y a une scène en extérieur. Quand je l'écris cette scène, elle fait 8 pages.
Et je me dis, bon, bah, c'est cool, c'est une scène en extérieur, c'est quand il est sur le toit et que machin. Bon, bah, c'est 8 pages. 8 pages, je me dis, on peut peut-être le tourner en une nuit. En vrai, j'aurais dû le faire en 2 nuits, mais bon, 8 pages, tu vois, c'est 8 minutes utiles, on va se dire, et tout. Bon. Et je pense pas à un truc quand j'écris, c'est que je tourne en été et qu'il fait nuit à 22h30 et que le soleil il commence à se lever à 4h45 quoi. Et que je tourne et donc du coup, je me retrouve avec 6 heures de tournage seulement pour faire 8 pages. Et ben il pleut pas, il pleut pas et j'allais dire j'ai de la pluie avec la météo. Donc à Paris, tu tournes bien évidemment fin juin, bah oui, bah il pleut, c'est normal. Donc en fait du coup je me retrouve avec une scène où t'as une partie de mon équipe qui me dit attends, en fait il va y avoir un problème, c'est que ça va pas être raccord, il va se retrouver avec la pluie. Il se trouve qu'on avait tourné déjà la scène d'après, donc en fait il pouvait pas être trempé parce que sinon on joue la pluie et puis la scène d'après c'est pas grave, il est trempé, mais comme la scène d'après il était tout sec, ça avait pas de sens de tourner et donc je me retrouve à un truc où on s'est dit on va pas pouvoir tourner cette scène. Donc on a failli rayer entièrement cette scène du toit et à 22h je vais dans la loge de Mel et je lui dis putain je suis emmerdé et tout, il y a des bouts de pluie, il y a des trucs. Il m'a dit écoute, j'ai fait un film où j'ai tourné dans cet axe, dans un axe il y avait du soleil, j'ai tourné dans un autre axe il y avait des nuages et j'ai tourné le plan large, il y avait de la pluie, c'est Braveheart, je suis allé à l'étalonnage et j'ai eu 2 Oscars. Donc les gars on va y aller, on y va. Et j'ai dit bah ouais t'as raison les gars. Tu l'as pas dit mais tu vas être trempé. Et on l'a fait et là typiquement on regrette de pas avoir plus de jours parce que on tournait ce qu'on appelle des one-ers où en gros Mel il était sous un parapluie et on calait tout le truc et je disais vas-y go et Mel il arrivait en courant, il faisait sa prise, il avait des gouttes de pluie sur le truc, on lui changeait sa chemise mais il faisait une prise et par exemple les contre-champs sur cette scène-là, il y a des contre-champs des autres comédiens qui sont en train de faire non, ne saute pas. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez de la scène, tu vois. Ces contre-champs-là, ils sont tournés pratiquement en plein jour. Parce qu'il est 5h du mat, il y a plus Mel parce que Mel il pleuvait, il est rentré, voilà pour le coup il faisait pas le contre-champ. J'ai pris toutes leurs phrases et et on les a enchaînées page par page. J'avais une caméra sur eux, je disais attends vas-y là t'es hyper stressé, là tu dis ça, là tu machin en one shot parce qu'on savait qu'on avait plus de temps et à l'étalonnage on a rejoué, on est passé de jour à la nuit. Mais c'était une scène volée quoi. Enfin en gros on a volé ce moment où ce qui n'aurait jamais dû exister. Effectivement 15 jours c'est trop peu. Donc en gros, ça donnait des journées de combien de temps à peu près? Les Américains, il y a un avantage quand même avec les Américains, c'est qu'ils sont habitués aux 14 heures. Ce qui n'est pas le cas en France, mais les Américains, ils font vraiment 14 heures sur le plateau. Même les assistants réals, maintenant, c'est un peu changé aux États-Unis, mais les assistants réals, ils sont payés sur 16 heures. Donc en fait, t'as vraiment une amplitude de dingue. Et 14 heures, tu vois, t'arrives à 6 heures du matin, tu termines. Mais nous, on faisait un 8h30, 18h. Tu vois, 6 jours sur 7 5 jours sur 7. On a fait un 6e jour, mais 5 jours sur 7. On se reposait le samedi. Donc, bon. Mais c'était... je dois vraiment dire que quand t'as Mel Gibson, la première prise, elle est bonne. Enfin, franchement, il n'y a aucun moment où tu vois, le mec, c'est une telle machine que en fait, tu regardes, il fait sa première prise, tu te dis, bon, bah oui, bah, c'est super. Bon, on en fait une deuxième, mais en vrai, le gars est très, très, très bon. Donc, t'as pas comme certains acteurs avec qui j'ai travaillé, 1 heure de prep avant qu'il soit dans le personnage. Tu vois, il arrive sur le plateau, il est déjà dans le perso, il sait exactement où il va, ce qu'il fait le truc. Il y a pas d'hésitation, il te le fait, il te le délivre. Ce qu'on a vu la veille dans sa loge où je lui ai dit moi j'aimerais bien que quand tu fais ça là tu fais un mini sourire ou quand tu plais il l'a pas oublié, il te le fait dans un minute ou même à la fin tu sais il a les larmes aux yeux à la fin quand il est dans la voiture tu sais les trucs c'est son idée il est arrivé il m'a dit tu sais que c'est quand même pas mal que j'ai les larmes aux yeux et je lui ai dit mais non mais faut pas qu'il pleure quand même et il dit non il dit juste les larmes aux yeux il dit comme ça et automatiquement ses yeux je te jure se sont remplis il me le joue en live, ses yeux sont remplis de larmes. Mais ça brille. Ça brille. Il te le montre. Et il me le montre. Il me dit comme ça. Il me dit pas plus comme ça. Je dis oui, bah ouais, bah c'est bien ça. Et tu vois, la folie quoi. Et la technique de malade. Et effectivement, il arrive. On cale tout. Papa, on y va, moteur et tout. Machin. Il est juste à côté en train de rigoler et tout machin. Là, action. Ses yeux ils se remplissent de larmes et il arrive face cam tu vois mais c'est des techniques en vrai le gars c'est une machine il a des je pense qu'il a des trucs il a des tricks mais bon s'il tourne 350 jours par an je veux dire c'est une seconde nature que de jouer mais bien sûr non puis effectivement c'est une deuxième
Et le reste du cast m'a l'air aussi bien. Non, moi j'avais de la chance fort, d'avoir quoi. vraiment Nadia Fares, elle est vraiment super. En plus, elle connaissait bien Mel, donc c'était top. Franck. Comment? Je disais Franck ou. William Mosley. Il y a William Mosley. William Mosley, Enrique Arce Et- de la Casa de Papel, qui était Ouais. super, qui est venu vraiment par amitié aussi pareil, qui était top, et Paul Spera qui joue la voix off et qui joue le méchant, qui a vraiment fait une super perf. À la fin, la performance de Paul, elle est vraiment très forte parce que c'était intense d'avoir Mel qui te tenait comme ça dans le cou, tu vois, c'est un super acteur, Paul, super acteur. Il y a eu des petits conflits quand même sur le tournage ou pas? Et si oui, comment tu les as gérés? Non, sincèrement, le seul conflit qui n'était pas un conflit, c'est un jour où Mel était malade. Et en fait, il était malade un vendredi. Et c'était notre dernier jour en plateau. Ouais, ah, t'es au courant de cette anecdote? Mais comment tu connais cette anecdote? Parce qu'en fait, j'ai fait mon boulot. T'as fait ton boulot, t'as regardé toutes les vidéos et tout. J'ai Non, mais regardé quelques interviews. j'en ai parlé dans une interview déjà de ça? Ouais. Mince. Ah, bon, alors ça sert à rien que je vous la raconte. mais non, il était Non, malade mais un jour, un vendredi, et je vois effectivement mon téléphone avec un appel en absence à 2h, à 3h, à 4h, à 5h, à 6h. Mel G. C'était dans mon téléphone. Et je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Et je l'appelle à 6h et il me dit, je suis trop malade, j'ai mal à la gorge, je peux pas venir, je suis dead, je peux pas, aujourd'hui, je peux pas. Et je lui dis, mais attends, mais là, faut que tu viennes, parce que c'est notre dernier jour en plateau. Et Astérix venait prendre notre plateau le lundi. Et on devait tout casser le samedi et dimanche. Et on était vendredi. Et le lundi, nous, on pouvait pas décaler au lundi, parce que le lundi, on était dans un autre lieu, qui est la scène d'intro dans une maison, qui coûtait hyper cher. On avait ce qu'on appelle ventousé, c'est-à-dire qu'on avait vraiment déplatéré toutes les voitures autour pour mettre les camions de lumière et tout. Et donc, en fait, on a calculé, ça coûtait vraiment énormément d'argent de décaler cette journée. C'était vraiment pas possible. Et donc, une demi-heure après, j'ai rappelé Mel et je lui ai dit, Mel, je suis vraiment désolé, mais est-ce que tu peux marcher? Parce que en vrai, ça me fout dedans grave si tu viens pas, quoi. Et il m'a dit... La machine se réveille. il m'a dit, Ok. I'm taking a shower, I'll be there. Et il a raccroché et il était là. Et en vrai, je sais pas combien de mecs auraient fait ça, sincèrement, malade, sur un film comme ça avec une équipe française. Tu vois, sincèrement, le fait qu'il soit réalisateur, ça a aidé. Et je sais pas si tu es au courant de l'anecdote de pourquoi il est venu. C'est qu'en fait, l'anecdote, c'est que Elle est dingue. Mais... Elle est dingue parce que quand du coup je l'ai revu pour lui montrer le film, je lui dis, tu sais, merci d'être venu. Il m'a dit, non, je suis venu parce que t'es un mec sympa et tout, mais je suis venu surtout parce que j'ai croisé mon idole de toujours sur une plage un jour, à qui j'ai dit, j'ai adoré ta scène iconique, et c'était Singing in the Rain de Jen Kelly, et Jen Kelly lui a dit, mais j'avais 41 de fièvre, et en fait le fait d'être malade, je me suis surpassé dans la scène. Et donc, j'ai donné un truc que j'aurais pas donné en étant en pleine forme. Et Mel, il se souvient à chaque fois, quand il était malade ce jour-là, il s'est dit, tu sais quoi, je vais venir, déjà par amitié, je pense, et par professionnalisme, et parce qu'il a vu que l'équipe se donnait à fond, et il s'est dit, je vais pas les planter et tout, et je peux marcher, c'est vrai. Mais en plus, je vais peut-être donner à l'image un truc que j'aurais pas donné si j'étais en pleine forme. Et c'est vrai, parce que c'est la scène du début, quand il arrive à la radio, où il est un peu grumpy, et ça se voit bien, parce que du coup, il a pas dormi de la light, et il arrive, et c'est vrai que ça fonctionne, quoi. Donc, j'ai du pot, j'ai de la chance. Je me pose une question, après tu y répondras ou pas si tu veux, hein, mais on a reçu déjà des réalisateurs qui avaient dégoté des budgets de 3-4 millions et qui avaient pu se permettre de tourner plus longtemps. Enfin bon, bref, ils avaient fait des compromis. Je me dis, tu as dégoté 10 millions, j'imagine que... 10 millions? Vous avez lu ça, c'est ça? Vous avez lu... Putain, vous êtes forts, les gars. Vous êtes forts, les mecs. C'est très gentil parce que là, l'info, elle est très facile. Elle est très facile à trouver, ouais. Elle est peut-être pas non plus véridique, je sais pas. Hein. En tout cas, ouais, t'as lu qu'il y avait 10 millions. Bon, de toute façon, t'es sûr qu'on n'est pas à 500 000. Chiffre officiel. Ouais, en tout cas, t'es pas 1 million. Bon, on se doute, voilà. Non, grâce à Mel Gibson, j'imagine, t'as eu un beau budget, enfin un budget correct. Ouais. Et j'imagine que lui-même, dans ce montant-là, il avait certainement une part importante. Mais je me dis, qu'est-ce qui t'a coûté le plus cher, à part le salaire de Mel Gibson, pour que tu puisses être autant contraint sur peu de temps? En fait, t'as un décor qui te coûte 500 000 euros. T'as des taxes en France à 50-60% sur les gens qu'on n'aurait pas eu dans d'autres pays. En vrai, je vais être très honnête, le budget, les Américains comprenaient pas pourquoi on tournait en France, parce qu'on aurait eu 1,5 million à 2 millions de plus
si on avait tourné aux États-Unis. Et en vrai, donc l'argent pour moi c'était pas la motivation parce que sinon j'aurais été tourné aux États-Unis. Mais je voulais tourner avec les équipes françaises. Mais c'est vrai qu'en France, et en plus on avait d'énormes contraintes Covid qui nous ont mis. Tu vois, mais et en fait, t'as plein de trucs qui te coûtent cher dans un tournage. T'as effectivement tous les logements de tout le monde. Et puis on avait une équipe de 250 personnes en vrai. On avait un monde de balade sur le truc et tout te coûte cher. Ton décor, non mais tout te coûte cher. Le plateau, tu prends un plateau, mais tu prends aussi 20 loges, tu prends aussi le plateau d'à côté parce que tu mets tout le truc, tu prends et en fait, t'arrives très très vite. Hein. En fait, les mecs te disent quoi, t'as 10 millions et en vrai, ça va, mais hyper vite. Surtout que le below the line, c'est-à-dire le budget pour fabriquer, il était vraiment ric-rac. Et j'aurais pas eu une journée de plus, je pouvais pas avoir une journée de plus. Donc c'est vrai que cette frustration elle vient de là. Mais sincèrement, la réalité c'est que l'essentiel c'est de faire le film, qu'il existe, qu'il sorte et que ça nous fasse avancer sur d'autres trucs. La réalité c'est que je le referai aujourd'hui. J'essaierai de peut-être d'essayer de trouver des astuces pour dans la mise en scène, tu vois, d'aller chercher plus de. Il a cramé une question. Quoi. Évidemment, je l'ai dit aujourd'hui. Bah oui, à la fois c'est le petit bilan que tu peux te faire après 2 ans qui se sont écoulés. T'as peut-être pu le ouais, mais en vrai, dans la situation dans laquelle on était à l'époque, c'est-à-dire de faire un truc, c'est la première fois qu'il y a un film dont l'action se passe aux États-Unis, qui se passe à Paris. Parce que d'habitude, tous les films américains qui se passent à Paris, ils se passent à Paris. Enfin, en gros, c'est Mission Impossible. Ils passent à côté de la Tour Eiffel. Nous, on a fait un film qui n'aurait jamais dû se faire ici. On l'a fait ici. Dans des conditions vraiment dures parce que c'était 15 jours, post-Covid, fabrication du décor entier. C'était vraiment pas simple et on a eu le go en avril, on a tourné en juin. Donc c'était vraiment hyper intense pour la prépa, avec plein d'inconnus, dans le sens où, tu vois... on relançait la machine de la production post-Covid. Mais non, si c'était à refaire, j'essaierais d'avoir 5 jours de plus, mais que j'aurais pas. Enfin, en vrai, il y a vraiment des fois des choix. Et puis des fois, effectivement, le plus dur, c'est de raconter l'histoire. C'est de se dire, allez, on va raconter l'histoire, d'aller au bout du twist et d'aller faire le truc. Et tu peux avoir des tonnes de mecs qui peuvent te dire, mais attends, putain, mais moi, j'aurais fait ça. Ben vas-y, prends la caméra, va le faire, va monter le truc. Non, je pense pas que je ferais mieux. Sincèrement, je pense pas que je ferais mieux que ça. Mais bon. Est-ce que le montage avait commencé en même temps que le... Ouais. Pardon, est-ce que le montage avait commencé en même temps que le tournage ? Ouais. On a dans une logique de rentabilité. Hein. Non, mais c'est surtout de timing parce qu'on devait rendre le film assez vite. Et puis les Américains, ils ont un truc qui s'appelle les dailies. Et en gros, il faut que aussi on puisse avoir... nous, tu vois, on se disait, tiens, la veille, il faut qu'on puisse avoir un petit coup d'œil sur... Donc on avait vraiment mis en place un gros système qui permettait de voir tout ce qu'on avait fait la veille. Ouais. Tu peux me rappeler combien de temps vous avez eu pour la post-prod ? On a fait ça en 2 mois, je pense, 2-3 mois, 2-3 mois. Il y avait des jeunes luttes Il y avait, alors j'ai travaillé avec Yvan Lucas, a été extraordinaire, c'est qu'il nous a donné une lutte avant pour le chef-op, pour travailler, et c'est sa manière de bosser. Et Yvan est vraiment le meilleur, c'est vraiment un énorme professionnel tu vois, on avait de la chance de travailler avec lui en amont il savait ce que je voulais, c'est-à-dire il voulait notamment dans le studio de travailler les contours pour ce côté un peu tamisé. Donc on a travaillé tous les contours, on a travaillé le grain des peaux, on a travaillé la lumière qui s'assombrit au fil du temps où tu t'avances dans l'histoire. Pareil on s'en rend pas compte peut-être, mais dans la mise en scène, j'ai essayé d'être très large au début et de me rapprocher de plus en plus au fil où ça devient vraiment intense, d'être le plus proche de lui, et ça se termine presque dans ses yeux, quoi, tu vois, parce que du coup, on est dans sa tête avec cette histoire. Mais bon. Est-ce que, comme la plupart des réals, quand tu vois ton premier montage, c'est horrible. Putain, la cata. C'est horrible. Mais Mel me l'a dit, hein, mais Mel Gibson, il l'a dit. Il a dit le premier montage, c'est inregardable. En fait, le premier montage est vraiment inregardable. Ouais. Parce que tu te dis, c'est vraiment horrible, ça, ce sentiment de te dire, mais c'est vraiment nul. Parce que t'as pas la musique, t'as pas les trucs, t'as pas le. T'arrives à ce moment-là, toi, t'arrives à la V1 où tu te dis quand même, non, il faut que je sois là un peu avant, histoire de... Non, mais je travaille hyper bien avec. J'ai un chef monteur, Pierre-Marie Croquet, qui est
super avec qui je bosse depuis toujours. Donc il voit, on avait les storyboards, on avait les trucs. Enfin franchement, puis comme il avait fait aussi le court-métrage, il voyait le court-métrage, c'était un bon exercice en vrai, puisqu'on a fait 25 minutes et dans le film, il y a 25 minutes qui correspondent vraiment au court-métrage. Donc en fait, on avait déjà fait cet exercice-là. Il savait exactement, tu vois, ce côté oppressant qu'on essayait de mettre en place autour de lui au fil de la narration. Et comme on avait aussi un truc, c'est qu'on n'avait pas non plus énormément de matos, parce que comme on tournait très peu, en vrai, les choix, ils étaient quand même assez limités. Et moi, dès que j'avais la prise, je faisais une deuxième take au cas où, parce qu'on sait jamais, tu vois, mais dès que je pouvais, je passais à la truc d'après. Donc c'est vraiment cette frustration-là. Mais d'avoir quand même le sentiment d'avoir réussi à d'aller à un point A à un point Z, c'était le but. Est-ce que tu avais commencé à travailler la musique aussi avant le tournage ou... Non, mais par contre, grâce au court-métrage, on avait déjà des ambiances de Clément Perrin, super compositeur, et j'ai bossé aussi sur la musique de fin avec un mec qui s'appelle Gilles Lucas, qui nous a fait une musique de fin qui était super, qui s'appelle On the Line. Mais la musique, et on a eu aussi les Red Hot Chili Peppers, ça c'était dingo. Les Red Hot Chili Peppers, on a envoyé une offre, ils ont dit ouais banco, c'était complètement fou. Ah ouais. Ouais, et donc on était très très heureux d'avoir les Red Hot Chili Peppers au début du film d'ailleurs. Ouais, au début du film, ouais. Et c'était fou. C'était pas donné non plus. Mais c'est le producteur qui parle. Ouais, ça va. T'as des légendes là. En même temps, mais on a payé sûrement moins cher qu'un Marvel, parce que je sais qu'ils ont été aussi dans un Marvel, tu vois. Mais c'est sûr. Mais non, c'est sûr, c'est cool. Est-ce que tu as fait une fois que tu as eu ton montage, t'as fait des projets. Enfin, outre l'entourage proche, est-ce que tu as fait des petits tests grandeur nature avec du public ou est-ce que non ? Non, parce que comme le film, en fait, ce film-là, c'est un film qui a été vendu pays par pays, et donc il n'y avait pas une stratégie internationale de sortie. Donc en gros, chaque pays, tu vois, par exemple, en Angleterre, ça a été la personne qui nous l'a acheté en Angleterre, elle l'a vendu à Amazon, et en Amérique latine, ça a été sur Netflix. Donc tu avais vraiment deux stratégies. T'as vraiment chaque pays, sur les îles Fidji, sorti au cinéma, au Japon, sorti au cinéma, aux États-Unis, ça a d'abord sorti en VOD, cinéma, et au bout d'un an, c'est sorti sur Netflix. T'as vraiment, le film, il a eu 4000 vies. En Italie, c'était sur Sky Cinema, en Espagne, c'était sur Movida Movie Plus. Donc, en France, c'est Canal Plus. Donc, t'avais pas un truc où tu t'es dit, tiens, il faut que j'ai un panel de gens. Et puis, la réalité, c'est qu'on avait, si à la sortie, les gens disaient, il faudrait changer ça, on n'avait pas non plus 1000 options de modifs, quoi. Et puis, moi, j'ai eu cette chance extraordinaire. Comme on avait développé le film, tourné, et qu'on a tout fait, nous, entre guillemets, comme des petits artisans, quand je l'ai envoyé au distributeur, le distributeur il m'a dit c'est ta version finale, j'ai dit oui, il m'a dit bon bah super. Et en fait en vrai j'ai pas eu le truc du studio américain. Je comprenais pas pourquoi par exemple Luc Besson allait pas faire des films dans les studios américains, tu vois, qu'il les faisait lui. C'est que en fait de garder le contrôle sur le montage et sur la post-prod, et moi c'est ce qui m'a le plus plu, c'est qu'en fait à part Mel, en vrai, personne pouvait, j'ai pris des notes de Mark Friedman, avec qui j'ai produit le film, mais c'est tout. En vrai, c'était plus une collaboration, mais j'ai pas eu quelqu'un qui m'a dit tu dois changer cette scène, tu dois changer cette musique, et ça c'était un luxe, mais de malade pour un film entre guillemets américain, quoi. Ouais. Ensuite, la grande projection test, c'était celle avec Mel, en fait. Exactement. Ouais. C'était celle où j'étais dans une petite salle avec lui, tu vois. C'était. En plus, je lui ai dit un truc, je lui ai dit, tu sais, c'est pas mixé, parce que je lui ai montré une mise à plat. Je lui ai dit, c'est pas mixé. Donc, et je dis, je sais que t'as l'habitude des films pas mixés et tout. Et on commence, le logo se lance et il fait, ah putain, mais c'est pas mixé. Tu vois, pour se foutre de ma gueule. Et il dit, mais je déconne. Il a été, franchement, il est magnifique. Le film est sorti en salle en France? Non, en France, non. En France, c'est sorti directement sur Canal+. Le groupe TF1 ensuite l'a diffusé, et je sais pas comment ça va vivre. Mais c'est ça qui est magique, c'est que vraiment dans chaque pays, il y a eu une sortie différente, quoi. Ouais.
Amazon, ça a bien marché au UK. On était numéro 2, ce qui était fou pendant plusieurs jours. Pourquoi pas avoir, alors, pareil, question peut-être naïve, je ne sais pas, pourquoi ne pas avoir tenté une sortie salle avec quelqu'un comme Mel Gibson qui peut attirer des gens En fait, en France, comme on l'a vendu pays par pays, en France, c'est Media One qui nous a fait le plaisir d'acheter le film. Et eux, on sortait post-Covid, le cinéma allait quand même très très mal. Les jauges peut-être. Les salles étaient fermées. Les salles étaient fermées et il y avait ensuite un énorme embouteillage. Et en gros, en toute modestie, mon film, c'est un film que t'attends, quoi. Tu vas pas aller le voir. Tu peux pas concurrencer un Marvel. C'est un film où tu te dis tiens, je le verrai. Je le verrai quand ça sortira. On aurait pu faire quelques entrées, je pense, comme The Guilty. The Guilty, ça avait bien marché. Ça aurait pu. Mais en fait, post-Covid, Media One, ils ont eu la bonne idée de le dire, mais on va le distribuer via Canal+. C'était super. Le fait que ce soit diffusé sur TF1, c'était diffusé sur TMC cet été, ça a été vu. Et j'espère que ça va continuer à vivre. J'espère qu'un streamer va peut-être le passer. Puis moi, je découvre effectivement, tu vois, par exemple, aux États-Unis, c'est d'abord sorti en VOD, ça a bien marché. Et après, il y a eu quelques salles, il y a eu 150 ou 200 salles qui l'ont sorti. Moi, je suis allé là-bas. Je suis allé acheter mon ticket. J'ai d'ailleurs une très très bonne anecdote qui est très très drôle. Je sais pas si je l'ai déjà raconté, mais pour Lego, c'est fantastique. C'est que je suis allé là-bas dans la salle, je me suis pris mon popcorn et tout, et la salle était blindée. C'était à Los Angeles, la salle est blindée et tout, c'était fantastique. Il y avait, blindé, c'est une salle de 50 places, hein, mais en gros, il y avait 50 personnes. Mais il y avait 50 personnes. Et le twist, il fonctionne de ouf. C'est-à-dire qu'en fait, ça rigole et tout, machin, là, c'est top et top. Je sors et j'ai tous mes potes, parce que je l'avais tout envoyé, j'ai tous mes potes qui me disent mais putain, mais dis-leur que t'es le réal. Tu te lèves à la fin et tu dis c'est moi le réal, quoi. Et moi, je dis non, mais je peux pas faire ça et tout. Et je me dis bon, quand même. Et j'ai tous mes potes, tout le monde dit mais putain, mais va discuter avec les gens. Ils ont le réal, ils viennent de voir un film, ils ont le réal dans la salle. Discuter avec les gens. Moi, c'est la première fois, tu vois, que je fais un film aux États-Unis, qui sort aux États-Unis. Donc et il y a des gens qui partent et la première personne part en disant putain mais c'était super ce twist. Deuxième personne waouh mais putain mais je l'ai pas vu venir. Oh my god c'est amazing. Donc je prends la confiance de ouf, tu vois. Et il y a un petit couple qui sort et je leur tiens à la porte et je dis vous avez aimé? Ils ont dit mais quelle merde absolue. Et là, ils me disent, vous avez aimé? Je dis, non, moi non plus, j'ai pas du tout aimé, c'est vraiment de la merde. Et là, après, tu rentres chez toi, bon, ça te met à l'aise, tu vois, ça te met à l'aise. Là, tu redescends, là, tu te dis, bon, voilà, tu vas pas tout de suite. Mais c'est super. En vrai, c'est fantastique, c'est ça le cinéma, tu vois, t'as des gens qui ont aimé, t'as des gens qui ont pas aimé. Bon, à part cette critique un peu virulente, on va dire, quelle critique tu as trouvé la plus pertinente sur ton film? En fait, en vrai, aucune. Non. Aucune n'atteint mon niveau. Non, mais en vrai, c'est assez perturbant les critiques parce que moi j'ai fait un truc pendant le confinement, ça s'appelle Connecté, et qui était vraiment un film de survie parce qu'en fait c'était un film où plus rien tournait et tout. Et quand il y a eu au mois de mai, on est ressorti. Moi j'avais écrit ce truc Connecté et on l'a tourné et on a réouvert les plateaux. On a financé avec les ronds de la boîte perso le film et on a rappelé les loueurs, on a refait travailler. Moi, je pensais qu'on tournerait plus jamais de notre vie après le confinement, tu vois. Et on a retourné et on a fait ce truc et c'est sorti. Et on s'est pris des critiques de malades, tu vois, de gens, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Et tu vois, en fait, il y avait des critiques qui étaient bien, genre, ouais, c'était bien. Et Nagui sur France Inter qui dit c'est super et tout machin. Mais moi, je connaissais pas les haters. Je découvre les haters. Et en fait, je me dis, mais je comprends pas. Parce que les gars, on a fait un film. Normalement, il n'y aurait pas eu de film. C'est le seul film connecté qui a été fait entre le premier et le deuxième confinement en France. Il y avait 0 film. Et je voyais que des films où tu voyais des gens qui s'embrassaient, qui étaient en boîte de nuit et tout. Il y avait rien qui racontait ce qu'on venait de vivre. Donc je dis, putain, mais là, on va faire un truc, un vidéo call avec un kidnapping et tout. Et on s'est démerdé. Il y avait aucune assurance qui voulait nous assurer. On a tourné le film en 8 jours avec chacun séparé, avec Nadia Fares, Audrey Fleurot, Pascal Demelon, chacun dans son côté. Après, on a tout réuni. Enfin, c'était vraiment, on était tous avec des masques de dingue, 2 masques sur soi, des tests dans tous les sens et tout. Et on est content de sortir. Et moi, je me suis pris des critiques de dingue, genre Roméo Boulanger doit retourner faire du pain. Ça, c'était drôle. Il y avait des critiques que j'ai retweetées. Il y avait une critique que j'ai retweetée qui était géniale. Ce qui explique le générique de Haters, bien sûr. Il y avait une critique que j'ai adorée, mais Haters, c'est né de ce film. Hein. Il y avait une critique que j'ai adorée, que j'ai retweetée. Il y avait un mec qui disait un film sur le confinement encore plus chiant que le confinement lui-même. Et ça, c'était
C'était fantastique. Mais ça, à la limite, c'est pas mal. Mais il y a des gens qui m'ont contacté genre sur Facebook. Genre, on a 25 amis en commun. Et les mecs, ils disent putain, j'ai entendu Nagui sur France Inter qui a dit que ton film était bien. Je l'ai vu. C'est vraiment de la merde. Tu m'as fait perdre 2 ans de ma vie. Donc, moi, je réponds, je dis écoute, merci d'avoir regardé. Je réponds et je dis je suis désolé, mais tu sais, ça a fait travailler 70 personnes. On a réouvert les studios. On était content de faire ce truc et tout. Le mec, il me répond c'est vraiment, je te trouve hyper sympa. C'est vraiment dommage que tu sois associé à ce film de merde. Et en fait, je me dis, mais qui sont ces gens? Qui sont ces gens? On a 25 amis en commun. Tu vois, je me dis, mais putain, qui sont ces gens? Et je raconte ça à Kev Adams dans un déj. Et c'est pour ça que tu vois, on revient sur Twitter. Je raconte à Kev. Je dis, putain, regarde ce que je me prends comme message. Mais les gens sont fous, quoi. Qui sont ces gens? Et il me dit, bah, attends, man, regarde. Non, regarde, parce que et je lui ai dit, mais il faut qu'on écrive un film sur ces gens-là, quoi. Et on a écrit Haters. Et c'est comme ça que c'est né, quoi. Et c'est pour ça qu'on a fait le générique d'Haters. Enfin, bon, bref. Comme ça. Mais non, sur On the Line, la réalité, c'est que nous, l'aventure était tellement déjà folle et moi, j'avais eu le cuir solide grâce à Connecté, grâce à Haters. Aujourd'hui, j'ai compris que, et même c'est marrant, je réponds aux gens des fois, tu vois, je répondais sur, et en fait, quand tu réponds des fois aux gens, toi, pas plus tard que hier, il y a un mec sur Twitter qui m'a dit, ah, putain, j'ai détesté le twist et tout ça, et je lui ai répondu, je lui ai dit, bah, je suis désolé, voilà, mais merci pour ta super critique. Et le mec m'a dit, non, mais en fait, c'est cool, man, et tout, en fait, j'ai bien aimé. En fait, des fois, c'est plus facile de dire du mal, puis c'est hyper facile mais non, il y a eu des mauvaises critiques sur On the Line, clairement, tu vois, il y avait aux États-Unis, il y a je crois, c'est le Chicago Tribune, ou c'est une boîte, non, c'est pas, c'est un journal, qui en fait a fait vraiment une critique en disant c'est un B-movie, machin et tout. Et le truc, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que la journaliste n'avait pas ouvert le lien. Et en fait, quand on l'a appelé, parce qu'on a dit, attends, dis donc, tu fais un critique pour dire que t'aimes pas le film, mais quand on l'a appelé, elle nous a dit, ouais, mais tous les films avec Mel, moi, de toute façon, je dirais que c'est pas bien. Politiquement. Par principe politique, parce que Mel est un peu engagé politiquement. Et donc, comme c'était l'autre bord, politiquement. Donc, en fait, tu te retrouves des fois avec des critiques où il y a un autre truc aussi. Il y a un critique aux États-Unis qui a dit qu'il n'avait pas aimé, machin, etc. Mais en plus, je respecte clairement le cinéma, c'est pour ça. Et j'ai été voir qui était ce critique. Et j'ai vu que le mec avait dit que Avatar c'était de la merde, que Christopher Nolan, son film, c'était Tenet. T'as envie de dire, bah ouais, ça, en fait, les gars. C'est perdu d'avance, quoi. Ouais. Et puis moi, je trouve ça bien. Vous avez le droit de vraiment pas aimer. Il y a Michael Youn un jour que j'avais vu, que j'aime beaucoup, Michael, c'est un super bosseur, et je l'avais vu dans une émission où je me demande si c'était pas Tout le monde en parle. Non, c'était pas Tout le monde en parle, c'était une émission avec Ruquier, je crois, où effectivement. Ouais, je crois que, tu vois, je sais pas si vous vous souvenez de cette interview où il disait, mais, enfin, c'est vrai que c'est très dur. En fait, en vrai, c'est très dur. Vous êtes un peu vous connaissez le truc. C'est très dur de faire exister un projet. C'est très dur d'aller tourner. C'est pour ça que moi, par exemple, quand j'ai vu les critiques d'Astérix, j'ai envie de dire, mais, les gars, moi Guillaume Canet je le connais pas, mais franchement allez-y, faire 90 jours de tournage, prendre la caméra, d'aller tourner, d'aller écrire, d'aller se taper le tournage, le montage, la post-prod, c'est fabriquer, c'est vraiment dur, quoi. Et puis c'est impossible de dire que quelqu'un, que tout le monde aime, enfin même moi je vois des films et je me dis putain mais c'est nul, je viens de perdre 2 ans de ma life et tout. Après d'aller l'écrire, c'est autre chose. Ce qui est dur, c'est d'expliquer aux gens qu'il faut avoir des critiques qui soient constructives, clairement, pas simplement de la haine pure, tu vois. Mais c'est clair. Ça ne fera jamais avancer les choses. Est-ce que tu penses que le cinéma de genre a un avenir en France sans les plateformes? Précisons peut-être genre fantastique, SF. Moi, je suis un grand. Je suis un grand fan. Moi, je voulais que mon prochain film soit un film de science-fiction. Ouais. J'ai écrit un truc qui s'appelle The Domino Effect, qui est sur un mec qui voyage dans le temps. Toi, je suis un fan de Retour vers le futur, sur un mafieux qui voyage dans le temps pour aller sauver sa femme. Et quand il revient, tout a changé. C'est Butterfly Effect mélangé. Et en fait, c'est très dur à monter ce genre de film. On s'en est rendu compte parce que en fait, c'est des gens. C'est des genres. En fait, si tu fais de l'action, c'est plus facile, on va dire. Si tu fais de l'action, si tu fais de la comédie, t'as des genres qui sont plus faciles à financer. C'est qu'une question de marché, qu'une question de demande. Donc, oui, c'est dur. Je pense que il y aura toujours des films de SF et on peut remercier quand même effectivement les streamers d'aller sur des projets qui sont originaux. Et en salle aux États-Unis, il y a vraiment un marché différent sur l'horreur, qu'on n'a pas en France parce que
cinéma français, en partie financé par les chaînes de télé. Donc, il faut que ça corresponde aussi au public de télé. C'est-à-dire que donc, tu as beaucoup de comédies, ce qui est normal, parce que donc, mais ça, c'est un marché. Donc, en France, on a plein de films qui ont tendance à être des comédies. Et pour reprendre justement ton exemple là de film que tu essaies de monter, tu sens que ça va être compliqué, que ça va voir impossible en France, je pense. Alors, en France, non, ça, c'était pas pour la France. C'est un film en anglais, mais en France, je pense qu'il va falloir que je fasse un autre film avant de faire celui-là. C'est-à-dire que je pense, là, du coup, je prépare un film qui est plus facile à monter, on va dire, qui va être plus facile à financer, qui j'espère va nous permettre de gravir une marche, qui va permettre ensuite de dire que d'un seul coup les gens se disent, c'est quoi ton prochain film ? Ah bah c'est un film de sci-fi. Mais je peux pas là après on the line comme c'est pas un film qui a été distribué par un studio, qui a été tu vois. Qui a voyagé, qui a une vie marketing. Je peux pas, j'ai pas cette reconnaissance qui permet. Et même d'ailleurs, nous on s'est dit, après ça, il y aura peut-être des gens qui vont nous appeler en disant les gars, ce que vous avez fait, bravo, parce que c'est dur. En vrai, c'est dur à faire quand tu es dans le business. Tu te dis, c'est dur de monter financièrement un truc comme ça, de le produire, de financer et de le tourner, de le rendre et de le distribuer dans le monde entier. Et on s'est dit, il y a peut-être des gens qui vont nous appeler. On s'est dit, la cavalerie, elle va arriver, quoi. On s'est dit, la cavalerie, enfin, ça fait 20 ans. Est-ce qu'il y a cavalerie, il y a peut-être un gars qui va venir en disant, les gars, j'ai vu, c'est quoi votre prochain projet? Qu'est-ce que vous avez à truc et tout. Et la cavalerie n'est pas arrivée, quoi. Et donc, à un moment donné, il faut se dire, la cavalerie, il faut que ce soit nous, parce que sinon. T'as pas eu l'appel des studios pour faire la tournée, là, comme plein fond Non, mais. Après, la réalité, j'exagère un peu, c'est que en fait, maintenant, on a une vraie carte de visite de dingue, tu vois, c'est sûr. Et puis bon, mais en vrai, on aurait adoré d'avoir une espèce de mini reconnaissance de l'avoir fait en France, d'avoir des gens qui nous appellent en disant, les gars, vous avez fait un film américain avec une star américaine en France, c'est quoi votre prochain truc, tu vois, mais c'est jamais arrivé. Mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, il n'y a pas eu une stratégie de le mettre dans un festival majeur, on va dire. En fait, c'est tout le truc, c'est que du coup, moi, quand on a sorti le truc, on s'est dit, comme on a eu beaucoup de prix avec le court-métrage, on s'est dit que ça peut être un film de festival où d'un seul coup, comme c'était un peu arty, tu vois, un peu à la The Guilty, avec un twist, ça peut plaire en festival parce que les gens, ils peuvent se dire, putain, le seul truc, c'est que comme c'est sorti dans chaque pays différent, tu laisses chaque pays piloter la sortie. Et donc, on n'a pas eu de stratégie, tu vois, qui permettait de se dire on va le mettre dans un festival. En gros, en plus, il fallait d'abord que ça sorte aux États-Unis. Tous les autres pays n'avaient pas le droit de le sortir avant les États-Unis, donc il fallait d'abord que ça sorte aux États-Unis. Tu pouvais pas. Donc non, on n'a pas eu. Mais on a appris pas mal de trucs sur ce. On a appris pas mal de trucs qu'on refera peut-être pas sur les prochains. Quelles erreurs d'ailleurs. Non, mais c'est peut-être cette histoire. Il a raison. Non, mais c'est peut-être sur la sortie, ça aurait été effectivement. Déjà d'essayer de moins faire dans la hâte, parce qu'effectivement on a tourné ce film en kung-fu, quoi. Peut-être parce que c'était aussi le contexte. De toute façon, on n'avait pas le choix. C'est vraiment, sinon ça n'existe pas. Sinon ça n'existe pas. Donc c'est vrai que quand des fois des gens te disent, ah mais moi je l'aurais peut-être fait comme ça. Ou dis donc t'avais Mel Gibson, t'aurais dû faire ça. T'aurais dû dire, de toute façon, sinon ça n'existe pas. Et sinon donc. Et non, c'est d'avoir plus de temps. Maintenant, je prends mon temps. Ça fait 3 ans. Maintenant, je prends mon temps. J'essaie de trouver le bon truc. Je produis, mais en tant que réal, je prends mon temps. J'essaie de trouver vraiment le bon truc. Et pour essayer de me dire, maintenant, je vais arrêter de faire des films de 15 jours. Et je vais essayer d'en faire 25 et d'avoir plus de temps. Et l'autre truc, c'est sur la sortie. Effectivement, ma frustration elle était de me dire super, les Italiens ils le sortent la semaine prochaine, les Allemands ils vont le sortir dans 2 mois, et en fait t'as pas de stratégie globale et du coup ton film il sort un peu dans chaque pays n'importe comment et du coup il est pas exploité comme avec une vraie stratégie d'un studio qui va se dire bam on fait la tournée, on prend l'acteur principal, on fait la tournée dans toute l'Europe, ça sort au même moment et tout comme ils font les donc c'est ce qui a manqué quoi. Ouais. Je me posais la question parce que tu as peut-être le projet de faire un projet SF. Est-ce que repasser par la case court-métrage, ça serait possible? Juste histoire de pouvoir montrer, sincèrement, c'est sur une séquence peut-être ou peut-être non, je pense. En fait, je pense pas. Après, je dis bon, c'est jamais, mais si des fois il y a une histoire qui peut se raconter, mais c'est tellement de boulot en vrai et tu vois.
Ça va me prendre 2 mois de faire un court-métrage. En vrai, si on veut bien le faire, comme je l'ai fait, le talk, ça m'a pris 2 mois, entre la prep, le tournage, la post-prod, le temps que ça prend et tout. Et je me dis... Oui, puis c'est un pur investissement qui peut c'est un peu partir en fumée, quoi. Le talk, en vrai, c'est parti en fumée. Bon, après, ça nous a permis de faire le long, mais en vrai, c'était vraiment plusieurs dizaines de milliers d'euros que tu dépenses dans une carte de visite, quoi. Donc là, maintenant, la carte de visite, on a pu la faire avec On the Line ou avec d'autres trucs. Si je peux éviter de refaire un cours et un carte de visite, j'ai plus de place. Un genre, plus de place. Bah ouais. Non, mais t'as raison. Mais parce qu'en fait, aux États-Unis, généralement, ils marchent comme ça. C'est-à-dire, bon, on te connaît pour un thriller. C'est clair. Tu veux faire une comédie. Ah, ben, on aimerait bien voir, voilà, comment tu pourrais faire et tout. Mais regarde le réal de, comment il s'appelle, qui a fait Joker. Bien sûr, bien sûr. Todd Phillips. Bad Trips. Bon, je sais pas comment il a. Bon, j'ai pas les détails de la manière dont il a réussi à tourner aussi. Ça. Bon, tu vois, il a pas eu à faire de court-métrage. Je pense que ça s'est fait par opportunité, peut-être. Parce qu'il a pu négocier et puis finalement, on l'a laissé plus ou moins faire. Oui, sur un film qu'on n'attendait pas vraiment, peut-être. Et non, mais Todd Phillips, clairement, c'est le meilleur exemple parce que moi, par exemple, sur Mansour, j'ai rencontré un distributeur français qu'on a été voir et qui m'a dit, mais attends, moi j'ai un vrai problème. Et je lui ai dit, mais c'est quoi? Un distributeur de films d'auteur. Tu vois, vraiment un distributeur qui fait des films vraiment qui vont dans les festivals et tout ça. Et moi, j'ai un problème, c'est que je vais devoir expliquer, je sais pas comment je vais expliquer qu'avant, tu as fait un film avec Mel Gibson. Et je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que c'est un acteur commercial, tu vois, je vais avoir du mal à expliquer. Ça te met dans une catégorie que t'as fait ce film-là et que maintenant tu fais un film comme Mansour, qui est un film, pas d'auteur, mais et du coup, je trouve que c'est une réduction d'esprit qui est complètement dingue. La réalité, c'est que effectivement, Todd Phillips, c'est le meilleur exemple du monde. Le mec, qui fait Very Bad Trip, la grosse comédie américaine graveleuse, et d'un seul coup, il fait Joker et il a, je sais pas combien de... mais bon. Pourtant, en termes de budget, je pense on est plutôt kiff-kiff sur Very Bad Trip et. Ouais. Oui, non, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est pas la même ambiance. C'est pas la même ambiance, mais on lui a reproché, tu vois, parce qu'il faisait vraiment que des comédies. Donc on lui a reproché avant, tu vois. Mais au contraire, je pense que les Américains ils sont plus ouverts à ça qu'en France. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que le marché, par exemple, en France, de quelqu'un qui fait que de la comédie, quand tu vas arriver avec un projet, avec un thriller, le gars, il te dit, mais en fait, tu vois, donc, c'est dur de naviguer, quoi. Ce que tu veux dire, c'est qu'on t'a mis dans une case et qu'il va falloir que tu te battes pour en sortir un. Moi, j'espère pas. Mais l'avantage, c'est que comme je produis mes films, je me mais dans la case, tu vois, donc j'essaye de faire avancer les projets. Mais c'est plus long, mais je voudrais prendre mon temps, tu vois, j'essaye de prendre mon temps. Ouais. Là, sur le projet Mansour, tu es le scénariste aussi? Non, alors le scénario a été écrit par Don McDaniel, basé sur, à la source, Mansour, qui est coproducteur du film. Donc là, je n'ai que mis mes inputs de réal, où il y avait un script qui faisait 130 pages au début. On a regardé comment le tighter et d'essayer de... Mais sinon, c'est Don McDaniel qui a écrit un super script, vraiment très émouvant. C'est la première fois, sincèrement, que je pleure en lisant un script. Et que la page d'après, je rigole. Et c'est vraiment fou. Non, c'est vraiment fou. Le script, il est fou. La vie de Mansour, et tout est vrai. Elle est beyond, elle est au-delà de ce qu'on peut imaginer, quoi. Ta dernière claque cinématographique? J'ai adoré Le Comte de Monte Cristo. Je trouvais que c'était vraiment en exécution, extrêmement bien fait. C'était vraiment très, 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 très fort. Et quelle est la qualité indispensable pour faire le métier de réalisateur, producteur et scénariste? Vu que tu as les 3 casquettes. Mais c'est vrai, c'est vrai. Tu fais tout, en fait, tu sais tout faire. Non, j'ai l'impression qu'en fait, c'est ce qui fait que ça existe, c'est que je fais les 3. Parce qu'en fait, en vrai, tu seras à la merci de peut-être. Tu seras à la merci d'autres. Moi, j'ai plein de copains auteurs qui écrivent leurs scripts et qui ont des options dans des boîtes de prod. Et pour X raisons, le script est dans un tiroir. Et en vrai, moi, quand j'écris un script, j'essaye d'aller au bout parce que je sais le temps que j'y ai passé. Donc, du coup, je vais aller. Donc, c'est l'avantage de faire avancer les projets parce que du coup c'est le film que je veux défendre. Donc comme je l'ai écrit, et que je sais, j'écris d'abord comme un producteur, c'est-à-dire que je suis avant tout un producteur, donc j'écris d'abord en me disant celui-là on va pouvoir le fabriquer.
Et parce que je lis plein de scripts où je me dis mais ça ne voit jamais le jour parce que on pourra jamais tourner ça dans les budgets que on peut essayer d'expérimenter. Donc quand j'écris, c'est pour ça qu'On the Line c'est presque un huis clos, c'est pour ça que tout ce qu'on fait, tu vois, Connecté c'était un film de prod en vrai, tu vois, c'est tous les films qu'on a fait un peu, même les films qu'on a fait avec David Charon, L'incroyable embouteillage pour M6, c'est un film concept, c'est un high concept, mais parce qu'on est des indépendants, moi je suis un indépendant et que en fait il faut que je trouve des astuces pour faire exister des films, parce que en vrai je peux pas aller proposer l'amour ouf aujourd'hui, tu vois, la réalité c'est que il y a Gilles Lelouch qui a la carrière qu'il a, avec le producteur, avec tu vois, et ils peuvent arriver avec un film avec le budget qui leur permet de faire 80 jours de tournage. La réalité c'est que moi faut que je sois vraiment faut que je réussisse, c'est un autre truc. Donc je pense que ça m'aide à faire exister les projets, de penser d'abord comme un producteur en écrivant le scénario, et ensuite quand je suis sur le plateau en tant que réal, je pense en tant que producteur, en me disant telle équipe, je vais monter telle équipe autour de moi, tiens ce budget-là je vais pouvoir le placer là, ça peut-être on a un petit peu plus de thunes, on a économisé là, je vais pouvoir faire ça au profit de ce tournage. Donc je trouve que ça se marie bien, c'est une chance de pouvoir et je travaille des fois avec des réals sur des films, par exemple Stéphane Marelli sur Haters, avec qui je travaille depuis des années. Steph, pareil, il arrive à mouler avec la prod. C'est bien de travailler avec des réals qui connaissent, tu vois, David Charon par exemple, il a sur L'incroyable embouteillage, on a eu des contraintes de dingue de météo et tout. Le mec il connaît, il a fait des concessions de malade, et il a réussi à rentrer presque, parce qu'il coproduisait avec moi, donc il connaissait la réalité de la vie, de se dire, à un moment donné, quand la journée elle doit se terminer à 19h, mais qu'il est 21h, il faut que tu fasses des concessions, quoi, parce que tu peux pas emmener les gars jusqu'à 23h, sachant que le lendemain, ils sont à 8h. Donc, en fait, ce qu'on disait. Donc, ça, si tu as un mindset de producteur, tu arrives quand même à l'anticiper quand il est 13h et tu sais déjà que la journée elle démarre pas bien. Là, c'est le producteur qui prend la place du réal en se disant qu'est-ce que je peux faire dans mon plan de travail, dans mon truc pour. Bon, mais donc j'ai l'impression que ça s'embrique bien. Ça, c'est quand tu maîtrises en fait toute la chaîne, quoi. Ouais, et moi j'adore, et en vrai j'adore de savoir combien coûte une banane sur la table régie, jusqu'à la dolly, jusqu'à le truc. Je sais chaque tarot de chaque combien coûte chaque poste et tout, et comment c'est cette chance. Ouais. Écoute Romuald, ça fait 2 heures qu'on parle, plus de 2 heures. Je suis désolé les gars, mais on doit faire un podcast de 20 minutes. Mais c'est même pas ça, tu n'as pas touché à ta bouteille d'eau. Non, j'ai pas touché à ma bouteille d'eau parce que déjà ça fait du bruit. Quoi. Ouais, c'est vrai. Je devrais. Merci. Mais non, mais écoute, elle est offerte par l'équipe. Je sais pas. Par Ondine. Non, mais merci les gars. Bon, merci. Écoute, c'était foisonnant. Franchement, merci beaucoup. J'espère ne pas avoir été, d'avoir pu vous raconter des trucs qui étaient un peu intéressants. J'espère de tout mon cœur. Non, mais l'aventure, elle est racontée. Là. Merci beaucoup. Bon, merci d'avoir enregistré ça. Bonne continuation pour ton prochain. Donc. Merci les gars, je reviendrai parce que l'accueil est formidable. À plus tard. Ciao. Merci. Merci pour votre écoute. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Retrouvez tout un tas de liens dans la description. Pour nous soutenir, nous vous invitons à vous abonner sur YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter et Facebook. À très bientôt pour un prochain numéro de Dédale.